Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 3 heures pour creuser l'actualité, débattre, échanger avec vous, auditeurs, sur l'application Sud Radio, les réseaux sociaux et directement au standard naturellement au 0826 300 300. Le programme de votre matinée à midi, les JO dans tous leurs états avec le camarade Joseph Ruiz. On est champion olympique en titre en volley et ce soir se joue la qualification contre notre grand rival, l'Italie. Et donc on sera à partir de midi avec le président de la Fédération française de volley. Dès 10h30, les camps débats de l'été seront ouverts. Aujourd'hui, les mousquetaires autour de la table. Quentin Osler, journaliste à Valeurs Actuelles. Sébastien Schtigans, qui est journaliste politique au Point. Et Jean-Baptiste Moreau, qui est ancien député macroniste. Et parmi nos débats, ce sera intéressant de l'avoir autour de la table. Vous comprendrez pourquoi. Tout simplement parce que pendant qu'on attend éternellement le nom d'un Premier ministre, les langues se délient totalement. Les proches du président de la République, les anciens députés, les anciens premiers ministres, tous parlent du macronisme comme étant une grande déception. Donc il sera grand temps, à partir de 10h30, de faire l'autopsie du macronisme. Mais tout de suite, on part du côté de Mulhouse, où un mort a été constaté sur fond de règlement de compte. Il a été tout simplement abattu devant le tribunal. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Bilal Delbiche. Bonjour Monsieur Miledo, comment allez-vous ? Mais très bien, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police Haut-Rhin. Et si je voulais absolument commencer l'émission avec vous, c'est parce que hier, à Mulhouse, a été abattu sur les marches du palais de justice de la ville alsacienne un homme. On parle d'un mort, on parle également d'un blessé, on parle de 6 ou 7 coups de feu à l'arme automatique en plein milieu de l'après-midi. Est-ce que vous me confirmer les faits? Est-ce que c'est ça qui s'est passé réellement hier à Mulhouse, donc petite ville d'Alsace? Effectivement, hier aux alentours de 15h50, c'est une coïncidence géographique que les faits ont été commis à proximité du tribunal judiciaire. Ça n'a rien à voir avec le tribunal judiciaire, je tenais à le souligner déjà. Bien sûr, mais c'est le symbole qu'on a voulu utiliser ce matin. Exactement. Donc hier, aux alentours de 15h50, un scooter est pris en chasse par des individus. À bord de ce véhicule, 3 individus. Ils percutent de plein fouet le scooter à proximité du tribunal judiciaire rue Schumann à Mulhouse. Mmh. Et un homme, le conducteur, sort de ce véhicule et tire sur les deux victimes qui étaient sur le scooter, dont un a reçu plusieurs balles au niveau du dos, puisqu'il y a eu 3 à 5 tirs apparemment ont été tirés et l'autre individu a été touché à l'épaule et au pied gauche. Il est actuellement à l'hôpital, c'est ça, en urgence absolue. Effectivement. Et malheureusement, l'autre individu a succombé à ses blessures. On parle d'un règlement de compte pour vol pour l'instant dans cette affaire, mais ces faits interviennent après l'interview de l'ancienne procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Elle évoque dans ces quelques lignes, dans votre belle ville alsacienne, un trafic de stupéfiants qui crée une délinquance forte avec des règlements de compte violents. Sur le terrain, est-ce que c'est des scènes auxquelles vous êtes confrontés, vous, de plus en plus régulièrement ? J'ai envie de vous dire, Mulhouse, c'est pas une ville anodine dans le Grand Est. Je vais encore le redire à vos antennes, j'arrête pas de le répéter, c'est pas une ville anodine, c'est une ville où il y a beaucoup de passages, proximité des frontières, où il y a du trafic de stupéfiants, un fort trafic de stupéfiants, et comme vous le constatez sur le territoire national, le trafic de stupéfiants gangrène la société, et aujourd'hui, que ce soit à Dijon, à Mulhouse, et dans les petites villes de province, ça se marseillise aussi, j'ai envie de vous dire, on fait état des mêmes procédés que les grandes villes parce que, comme je vous dis, ce trafic de stupéfiants gangrène la société. Mais alors, comment ça se passe dans votre quotidien, vous, en Alsace, dans le cadre justement de cette lutte contre le trafic de drogue? Qu'est-ce que vous constatez depuis ces dernières années d'un point de vue policier? Beaucoup plus de passages, différentes drogues. Est-ce que c'est le cannabis? Est-ce que c'est l'héroïne? Est-ce que c'est la cocaïne? Quelles sont les évolutions concrètes sur le terrain?
y a un peu de tout, hein, j'ai envie de vous dire, et nous, on a un petit peu, les collègues font de leur mieux avec les effectifs qu'on leur donne, etc. Mais tant qu'on n'a pas d'effectifs et de moyens humains supplémentaires pour faire face à tout ça, ben on est largement, j'ai envie de vous dire, on pourra pas tout faire si on n'a pas de moyens supplémentaires, quoi. Et on a parlé il y a quelque temps, c'était la une de tous nos médias, des fameux places nettes, des places nettes XXL, des opérations supervisées par le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a eu un avant, après ? J'ai envie de vous dire, il y a eu du mieux avec les places nettes, mais ça n'a pas ralenti le quotidien, parce que ils s'organisent. C'est des gens qui sont vachement organisés, j'ai envie de vous dire, et ils se réorganisent par la suite. J'ai envie de vous dire, dès qu'on donne un coup de balai, ils trouvent déjà un moyen d'aller sous un autre tapis. Exactement. Et comme on dit, vous déplacez le four, comme on dit dans notre jargon, le four est déplacé de rue en rue, et puis ils continuent leur trafic, hein, j'ai envie de vous dire. On va accueillir dans quelques instants Étienne Blanc, qui est un sénateur de droite républicaine. C'est lui qui avait été le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale justement sur le narcotrafic. Avant qu'on le rejoigne au standard, j'aimerais que vous nous donniez votre expérience, on va dire, votre pensée réelle, parce que vous le savez, on se parle vrai sur Sud Radio. Depuis le terrain, oui. Est-ce que vous avez la sensation d'être dans un policier qui travaille dans un narco-État ? J'ai pas ce sentiment, mais moi je me limite à mon travail du quotidien. Je suis policier de la République, et puis j'essaie de faire au mieux chaque jour dans mon quotidien pour l'évolution de notre société, pour la sécurité de nos concitoyens. Et puis j'ai envie de vous dire, je parle pas politique ou voilà, moi je suis syndicaliste, représentant du personnel, donc je dénonce les failles dans mon quotidien, mais je pourrais pas vous en dire plus à ce niveau-là. Bon, merci beaucoup Bilal Delbiche, secrétaire départemental unité SGP Police Haut-Rhin, d'avoir été avec nous pour nous éclairer un peu sur la situation de Mulhouse, et vous faites objectivement la transition parfaite, à croire que c'était prévu, avec notre second invité Étienne Blanc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes sénateur droite républicaine, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Et pour ceux qui ont un peu de temps justement pendant ces vacances d'été, je conseille vivement cette lecture, parce que votre rapport est tout simplement hallucinant. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous aviez, en tant que rapporteur, vous, de cette commission, quels sont les éléments qui vous avaient le plus inquiété pendant ces mois de travail, et quelles sont les conclusions sur lesquelles on devait réellement être vigilant? Difficile de résumer 600 pages en quelques secondes. Et ce qui nous a frappé, c'est deux choses. D'abord, c'est l'importance du trafic et du narcotrafic sur le territoire français, que ce soit sur le territoire métropolitain ou sur les territoires ultramarins. Les quantités sont hallucinantes. Elles sont stockées. Et ce qui démontre d'ailleurs, quand il y a une saisie, ce qui démontre l'ampleur du phénomène, c'est qu'il n'y a pas de baisse des prix. On va saisir 10 tonnes de cocaïne, les prix ne bougent pas. Pire encore, les délais de livraison ne changent pas. Donc ce qui nous a frappé, c'est d'abord ça, l'importance de ce trafic, avec un chiffre d'affaires qu'on évalue grosso modo à 6 milliards d'euros par an. Et la deuxième chose qui nous a frappé, c'est maintenant la délocalisation de ce trafic de stupéfiants, qui était jadis cantonné aux métropoles, aux grandes villes pour l'essentiel, et qui désormais irrigue l'ensemble du territoire national, y compris de petites villes, de petits bourgs, mais qui sont dans le centre de la France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Saône-et-Loire. Ça nous a vraiment frappé de voir que désormais, c'est l'ensemble du territoire national qui est infesté. Et vous parliez même dans votre rapport de narco Startup Nation, en réalité. Cette faculté à s'adapter, tout le monde pouvait le faire, n'importe où, cette facilité de transporter la cam, de s'en procurer si rapidement. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que le narcotrafic, c'est une entreprise.
Vous avez le propriétaire de l'entreprise qui souvent réside à l'étranger en totale impunité et bénéficiant d'une sorte d'immunité, et de l'étranger, ou pire encore, de sa cellule, quand il est emprisonné en France, eh bien il dirige son entreprise. Et une entreprise, c'est quoi? C'est un rapport entre un produit qui est produit par un producteur et un consommateur, et il y a toute une chaîne. Le produit, il faut le produire, il faut le transformer, il faut le stocker, il faut l'acheminer. Ensuite, il faut le distribuer au plus proche du consommateur. Et ces entreprises, comme dans un monde capitaliste, libéral, classique, elles s'adaptent à la situation. Elles s'adaptent aux besoins des consommateurs, mais elles s'adaptent aussi quand la puissance publique agit contre elles. Eh bien, elles se délocalisent. Mon prédécesseur vient très bien l'expliquer. On fait des opérations place nette. Elles sont utiles. On ne peut pas dire le contraire. Elles sont utiles 24 heures. L'entreprise, bien sûr, l'entreprise, elle s'adapte. Elle va délocaliser. Elle va trouver de nouveaux moyens d'acheminement. Donc c'est utile, mais c'est nettement insuffisant. Et vous aviez alerté dès la publication de ce rapport sur le risque d'un narco-État. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la possibilité de devenir un narco-État? Ça veut dire des quantités de drogue astronomiques sur le territoire, bon c'est déjà le cas, la corruption d'agents publics, une justice parallèle? Non, un narco-État, c'est un État dans lequel le narcotrafic influence la puissance publique, voire même se substitue à elle. Et ce qui inquiète en France, c'est un certain nombre de signes qui laissent entendre qu'on s'achemine. Enfin, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est un narco-État, mais il y a un certain nombre de signes qui sont inquiétants. Le premier signe, c'est la corruption. Corruption des agents publics. Et corruption des agents publics de la pénitentiaire, corruption des agents publics dans les collectivités territoriales, corruption parfois dans la gendarmerie ou dans la police, et quand on facilite l'accès à un fichier pour un narcotrafiquant qui cherche à savoir quels sont les éléments. Mais est-ce que vous comprenez bien que ce que vous décrivez, peut-être avez-vous le regard froid et pertinent du sénateur, mais pour nos auditeurs ici à Sud Radio, on se dit, mais avec tout ce que vous nous décrivez, les quantités de drogue astronomiques, 6 milliards de chiffre d'affaires, une adaptabilité qui est visiblement inarrêtable, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui réellement de franchir le cap de cette qualification de narco-État ? C'est bien le terme de notre rapport. Nous disons à l'État, attention, au gouvernement, attention, on est sur un point de bascule, on est sur une ligne de crête. Et si on ne se donne pas les moyens, et là encore mon prédécesseur, responsable de police, l'a dit parfaitement bien, si on ne se donne pas les moyens de lutter contre ce narcotrafic, eh bien on risque de connaître une situation irréversible. C'est ça le fond du problème. Donc c'est quoi ces moyens? C'est bien sûr des moyens matériels, c'est bien sûr des moyens techniques, mais c'est aussi des moyens juridiques. Il faut aujourd'hui que nous nous donnions les moyens que les Italiens sont donnés pour lutter contre la mafia. C'est le système des repentis, c'est une meilleure protection des indicateurs, des informateurs. Il faut que des policiers, mais aussi des personnes civiles, puissent rentrer dans les réseaux de narcotrafiquants pour pouvoir repérer les processus et ensuite les dénoncer, ensuite permettre à la justice d'intervenir. Non, il faut changer de braquet. Voilà. Il y a un risque, et ce risque, il ne faut pas le nier. Vous savez, mais il n'y a pas que dans ce domaine, malheureusement. On a le sentiment que le gouvernement voit arriver cette vague, mais aujourd'hui, hélas, on a la certitude, et au Sénat, dans notre rapport, nous l'avons dit très clairement, on a la certitude que la France, le gouvernement, ne se donne pas aujourd'hui les moyens de lutter. Et alors, ça n'est pas trop tard, mais il ne faut pas trop attendre, parce que les signes s'aggravent de jour en jour. Cette affaire de Mulhouse, elle fait la suite de toute une série d'affaires, pas bien seulement sûr. À Marseille, à Nice, à Seine-Saint-Denis, à Bobigny, dans plein de petites villes, à Dijon, à Grenoble. Vous parliez du gouvernement et de leurs ministres qui doivent absolument prendre conscience de la situation. Vous avez connu une vive altercation avec l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, que vous avez accusé d'instrumentaliser ou de subordonner plutôt les témoins. Est-ce que cela veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, il y a un refus de voir cette réalité ? Vous savez que moi, quand j'ai apostrophé le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? On est en commission d'enquête, on interroge des magistrats à Marseille. Oui, racontez, parce que la scène mérite d'être racontée.
Et alors que ces magistrats, la commission d'enquête est toujours en cours, ces magistrats ont été entendus, ils nous ont dit des choses extrêmement puissantes, le ministre décide de les convoquer, et il dit, écoutez, ce que vous avez dit, c'est pas bien, vraiment, j'ai fait ce qu'il faut, regardez, à Marseille, j'ai donné des moyens très importants, pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Non, dans une démocratie, quand vous avez une commission d'enquête qui est en cours, évidemment, l'exécutif ne peut pas intervenir, donc c'est ce que je dis, mais qu'est-ce que vous vouliez faire sur ces témoins, leur demander de changer d'avis, de se dédire, de se renier. Non, ce qu'a fait à l'époque le ministre Dupond-Moretti, on ne peut pas dire que ça n'est pas bien, c'est pire que ça. C'est vraiment une faute. La page est tournée, maintenant il faut passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Autre chose, c'est une loi qui donne des moyens supplémentaires à nos forces de police et à notre justice pour lutter contre le narcotrafic. On va très très loin dans les préconisations que nous faisons. Notamment, on propose des dispositifs spécifiques pour l'emprisonnement des narcotrafiquants. Nous sommes rendus à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Le nombre de téléphones dans les cellules est absolument abyssal. C'est ce que vous lui aviez reproché directement d'ailleurs. Mais on a un sentiment, c'est quasiment libre. On ne peut pas rester dans cette situation. Il faut donc des centres de détention dédiés où il y a une rupture totale. L'évasion de la mouche, Mera, c'est exactement cela. De sa cellule, il a instrumentalisé son évasion. Donc on ne peut pas continuer à accepter ça. Il faut une réaction très très forte et très puissante. Alors, je crois que le ministre Dupond-Moretti l'a dit, il souhaite un texte. Écoutez, on va discuter de tout ça. Et en tout cas, nous, avec un certain nombre de collègues sénateurs, nous serons extrêmement vigilants pour que sans délai, la France se dote de moyens puissants. Eh bien, on le sera tous, et ici aussi à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, Étienne Blanc, sénateur droite républicaine, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Et pour ceux qui ont un peu de temps durant leurs vacances, je leur conseille cette saine lecture. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. On partira du côté d'Israël. Nous sommes le 7 août. Ça fait 10 mois que le 7 octobre a eu lieu et c'est décidément une guerre sans fin. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Nous sommes toujours ensemble sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Nous sommes le 7 août 2024, 10 mois après le 7 octobre, et depuis, les tensions ne cessent d'exister sur différents dossiers liés à ce qui a été un traumatisme pour Israël. L'enquête de l'ONU contre l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'antisémitisme de complaisante, l'atmosphère autour de ce dossier et même l'ambiance en Israël. Et je voulais absolument qu'on y revienne avec notre invité Gilles William Golnadel. Bonjour. Bonjour, cher Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat, essayiste et vous vous êtes fait remarquer en début d'année pour avoir signé un livre, Le Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine, qui a été un succès, vendu à plus de 50 000 exemplaires. Cela fait 10 mois que les massacres du 7 octobre ont eu lieu. Cela a sans aucun doute marqué un tournant inédit dans l'histoire d'Israël et dans les relations avec les autres pays du Proche-Orient. Après les éliminations des principaux chefs du Hamas la semaine passée et la promesse depuis de l'Iran de contre-attaquer. Première question, dans quelle ambiance se trouve le pays ? Comment se sentent les habitants ? Je précise que vous y êtes actuellement. Est-ce que vous nous entendez, Gilles William ? Alors on essaye de rejoindre Gilles William Golnadel, avec qui la connexion est un peu coupée. On veut absolument revenir avec lui sur ce qui a été naturellement un traumatisme pour la nation israélienne, le massacre du 7 octobre par le Hamas. Et c'est vrai que depuis quelques jours, la pression est montée d'un cran. Naturellement, avec, je le disais, les éliminations des principaux chefs du Hamas la semaine passée et la promesse depuis de l'Iran contre-attaqué. Gilles William Golnadel, vous êtes avec nous, on vous a retrouvé. Dans quelle ambiance se trouve le pays dans lequel vous êtes actuellement ? Comment se sentent les habitants ? Écoutez, vous n'avez pas du tout l'impression que nous sommes à l'aube d'une bataille décisive. La réalité m'oblige à vous dire que soit par inconscience, soit par courage, soit par résignation, soit pour toutes ces raisons à la fois, je ne vois aucune différence. Alors, je vous parle de Tel Aviv-Jaffa. Jérusalem doit être à peu près dans les mêmes conditions. C'est peut-être différent, c'est certainement différent dans le nord d'Israël, qui est en proie à des attaques quotidiennes du Hezbollah et où
d'ailleurs une partie de la population a déserté. Et dans quel état est Israël politiquement ? On parle d'un Benjamin Netanyahou bloqué, entêté, va-t-en-guerre. On assiste à des déclarations de ministres comme celui des Finances qui affirme la possibilité de laisser mourir de faim 2 millions de Gazaouis de façon justifiée et morale. Politiquement, comment est le pays ? Alors, il y a plusieurs choses dans tout ce que vous avez dit. Je n'ai pour M. Mostrich, l'auteur des soi-disant déclarations que vous venez de donner, qu'un souverain mépris et une profonde antipathie. Mais j'ai encore davantage le goût pour la réalité. C'est une déclaration totalement tronquée. La réalité, c'est qu'il a dit que Israël pourrait même, tant que les otages n'ont pas été libérés, ce serait même moral de ne pas donner de nourriture à la population. Il parlait par une différence. Alors, je vous parle de Tel Aviv-Jaffa. Oui. Jérusalem doit être à peu près dans les mêmes conditions. C'est peut-être différent, mais c'est certainement différent dans le nord d'Israël, qui est en proie à des attaques qui viennent du Hezbollah et où d'ailleurs une partie de la population a déserté. Oui. Et Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Vous êtes bien sur Sud Radio, les grands débats d'été seront là et contrairement à ce que vous venez d'entendre, il n'y aura pas de répétition, il n'y aura pas de censure, on ne nous empêchera pas de parler ici. Merci à vous d'être avec nous, on se retrouve pour la prochaine heure et demie pour débattre évidemment des grands thèmes de l'actualité. Nous sommes avec Sébastien Schnigan, journaliste au service politique du Point. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Nous sommes avec Quentin Auster, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes aussi l'auteur de David Lisnard, Le réveil de la droite et si c'était lui. Et nous sommes également en compagnie de Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur et surtout ex-député de la majorité présidentielle. Merci beaucoup, cher Jean-Baptiste, d'être avec nous. On passe à notre petit tour de table traditionnel. Vous le savez ici, les coups de cœur, les coups de gueule. Et autant vous dire que ce matin, le programme est chargé. J'ai envie de commencer par vous, Quentin Auster. Je rappelle que vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et vous avez un coup de gueule à passer à destination, on va dire, des hommes politiques de droite qui peut se résumer en disant « La droite, réveillez-vous, par pitié ». Ça tombe bien, c'est le titre de mon bouquin en plus que vous avez eu la gentillesse d'évoquer. Je voudrais pousser un coup de gueule qui se conclura peut-être par un coup de cœur, vous le verrez, sur les diverses propositions diversement utiles et pertinentes qui sont formulées à droite ces derniers temps dans le cadre de la recomposition politique en cours pour la recherche d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre. Alors on a eu Xavier Bertrand ces derniers jours qui a dit qu'il était prêt à relever le défi de Matignon. Sauf que avant sans qu'on lui ait officiellement demandé en plus. Voilà, sauf qu'avant de proposer une personnalité, il faudrait savoir ce que cette personnalité défend comme idée. Or, il ne me semble pas que ce soit son cas. Il me semble qu'il n'a proposé aucune feuille de route, aucune vision, aucun cap. On sait qu'il est vaguement situé au centre droit, mais qu'est-ce qu'il veut faire de différent de la politique menée précédemment par Emmanuel Macron? Est-ce que ce serait un Premier ministre de cohabitation? Bon, il n'y a pas vraiment d'argument, si vous voulez, derrière la personnalité. Et un gouvernement, ça se nomme pas l'apodimètre. On va pas dire, sinon c'est un espèce d'égo trip. Et d'autant que Xavier Bertrand, il est quand même représentant de la 4e force politique du Parlement. Donc en termes de légitimité, on peut pas dire que ce soit une position de force. Voilà. Donc il faut avoir quand même des solides arguments. Alors d'un autre côté, faudrait-il qu'il soit en plus soutenu par sa propre famille politique, voilà, qui n'est pas sûr ça, tout à fait non plus. Et alors Laurent Wauquiez, qui a pris le leadership dans sa famille politique il y a quelques semaines, dès son arrivée à l'Assemblée nationale, a dit qu'il présentait un pacte législatif, qui montre sa compréhension du pays, puisque il veut, comme la formule consacrée le dit, rétablir l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue. La France est plutôt à droite, toutes les études d'opinion le démontrent, donc on a compris qu'il avait compris le pays, mais il ne veut pas porter ce pacte de législatif lui-même ou par une coalition avec le gouvernement. Donc on se retrouve une fois plus dans une sorte d'impasse. Voilà, en fait, c'est un peu, j'avais écrit ça dans un édito il y a quelques semaines dans Valeurs Actuelles, c'est la droite kantienne de Kant. Cette droite a les mains pures, elle est purement, enfin politiquement pure, mais elle n'a pas de main, puisque si elle refuse d'aller au pouvoir
parce qu'elle ne veut pas se salir, s'acoquiner avec un pouvoir qui est par ailleurs en complète déshérence. Elle est condamnée à l'inaction. Et à côté de ça, donc vous parliez de mon livre tout à l'heure. Donc ceux qui me connaissent seront pas surpris, mais j'ai écrit un livre l'an dernier sur David Lisnard, qui est le maire de Cannes. Et bien, il se trouve que David Lisnard, avec son parti Nouvelle Énergie... C'est votre lumière dans la nuit à droite. Bon, on verra si elle sera partagée. Mais il se trouve que le maire de Cannes, il y a quelques semaines, qui est aussi président de l'Association des maires de France, a publié, avec son parti Nouvelle Énergie, 4-5 mesures qui seraient, à mon avis, susceptibles de rassembler, non pas une majorité de partis, mais une majorité d'idées chez les parlementaires. Donc, pêle-mêle, on pourra en revenir en détail par la suite, mais il y a le soutien à l'Ukraine, et quoi qu'on en pense du soutien à l'Ukraine, qu'on soit pour ou contre, je pense qu'il y a une majorité de parlementaires qui serait favorable. Il y a la décentralisation, qui est un sujet dont tout le monde parle depuis des années avec la simplification de l'action publique, mais que personne ne s'y attelle vraiment. Ce sont des mesures plutôt transpartisanes. Et plutôt que de dire comme d'autres le font, regardez, nous on a tout un programme en fait il y a un programme présidentiel pour 2027. On renie pas nos principes, voilà. On peut peut-être avancer en proposant sur 4-5 mesures, même 2-3. Pour dire qui ferait consensus. Voilà, on peut réunir un consensus transpartisan parmi les parlementaires pour essayer d'avancer. De faire avancer le pays. Jean-Baptiste Moreau, vous, oui. Alors certes, ce n'est pas votre famille politique, mais qu'est-ce que vous pensez des propos de Quentin à l'instant, qui dit quand même qu'à droite, c'est quand même pas le règne des idées brillantes qu'on aperçoit? Alors moi, ma famille politique, j'ai été un soutien du président et je le suis toujours. Maintenant, voilà, je suis suffisamment libre de parole pour porter un certain nombre de critiques à la majorité, à l'ex-majorité présidentielle. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je pense qu'on y reviendra. Sur la droite, oui, je suis d'accord, mais là aussi, David Lisnard, est-ce qu'il est majoritaire au sein de la droite? Je veux dire, c'est un ultralibéral d'un point de vue économique, il est notamment favorable au traité de libre-échange, là où la plupart des députés élus à l'Assemblée nationale se sont mis vent debout, que ce soit Julien Dive, que ce soit même Laurent Wauquiez, contre ces traités de libre-échange. Ce sont pas, aujourd'hui, la droite, on va dire, à l'Assemblée nationale, elle est pas libre-échangiste, elle est pas ultralibérale, elle est plutôt, au contraire, étatiste et interventionniste. Donc, il y a aussi toutes les couleurs de droite, on va dire, et je suis pas sûr que David Lisnard ait le soutien sur ses idées de Laurent Wauquiez. Mais maintenant, ce que je suis sûr, c'est qu'il va falloir un gouvernement qui fasse des choses, et pas juste un gouvernement pour gérer les affaires courantes, parce que sinon ça va être délétère pour le pays. On se prépare au lendemain des JO où tout le monde est content de ces Jeux Olympiques à quelque chose de terrible à l'automne, avec le réveil qui risque de s'apparenter au lendemain d'une bonne cuite, quoi, parce que on voit les tensions qui montent à l'international, on voit les tensions même qui montent dans le pays. J'en parlerai tout à l'heure au niveau de l'agriculture. Je peux vous dire que l'automne va être très chaud. Et il faut pas en face un gouvernement de techno ou de gens qui ne savent pas trop quoi faire, quoi, parce que ça va poser des gros problèmes, et ça va... Plutôt que la technicité, vantons l'efficacité. Il faut de l'efficacité, il faut entendre les messages des législatifs sur la gestion de l'immigration plus rigoureuse, sur la nécessité du pouvoir vivre plus que du pouvoir d'achat des Français qui trouvent qu'ils ont plus suffisamment d'argent à la fin du mois pour arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, il y a différentes mesures à prendre, effectivement, c'est certain, et c'est pas un gouvernement de techno pour moi qui pourra le faire, mais je sais pas en vrai, quel type de gouvernement pourra faire ça avec l'Assemblée nationale aussi instable qu'elle va l'être dès la rentrée? Le projet de loi de finances, ça va être sanglant, à mon avis. Et dans la poursuite on va dire, du coup d'espoir, ou de la volonté d'espoir de trouver quelqu'un de lumineux à droite, Sébastien Schingel, je rappelle que vous signez un passionnant papier dans Le Point qui sort demain en kiosque. Président cherche Premier ministre désespérément. Ça rejoint quand même ce que disait Quentin tout à l'heure, à savoir qu'à droite, pour l'instant, on peut pas dire que ça brille par les idées, si. Ça brille pas par les idées, ça brille pas par la stratégie, par les personnalités. En fait, il y a un problème à la fois politique et arithmétique, c'est-à-dire que la droite, c'est toujours pareil, c'est la droite quel numéro. Entre un Pradier, entre un Lisnard, entre un Wauquiez, un Retailleau, il y a 50 nuances de droite. Donc, il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord pour former un gouvernement, ce qui n'est pas gagné du tout. Et puis même s'ils arrivaient à se mettre d'accord, il n'est pas dit qu'ils ne seraient pas renversés par une motion de censure en 24 heures ou 48 heures. Donc il y a un vrai sujet, effectivement, sur l'incarnation. Bertrand, une figure LR, me disait il nous a bien eu en 2021, il nous a dit qu'il était prêt, qu'il gagnerait en 2022, mais en fait son programme c'était du TOC. Il était moins bien organisé que Barnier qui était tout seul. Donc il a un très gros problème de soutien chez LR. D'abord chez l'intérieur.
Oui. D'abord chez LR, voilà. Donc d'abord au sein de sa propre famille politique. C'est ça. Et après, il faut qu'il ait aussi l'aile gauche de la majorité, c'est pas du tout gagné. Il y a un ministre qui me racontait qu'il essayait même plus de débaucher des personnalités de gauche parce qu'il sait que elles iront pas, que ce soit Bertrand, que ce soit David Lisnard ou autre. Parce qu'il y a 2 échéances qui bloquent tout, en fait, et c'est pour ça que tout est figé. C'est qu'il y a les municipales de 2026. Donc à gauche, on se dit, on va pas s'allier avec la droite, on est cramé pour les municipales. Parce qu'il y a encore un an de tactique à jouer pour essayer de sauver des places et des villes. Ils pour les municipales. Voilà. Et puis il y a la présidentielle, évidemment. C'est pour ça que Wauquiez ne veut pas se mouiller. Dans mine de rien, dans tout ce que vous dites tous les trois, il y a quand même quelque chose de très frappant. C'est, mine de rien, le manque de personnalité. Je veux dire, quand on en vient à reparler de Michel Barnier, Xavier Bertrand existe quand même dans le paysage politique depuis des années. Je me retourne vers vous, Quentin Honsler, qui avait signé le coup de gueule qui a engagé cette conversation. Est-ce qu'il n'y a pas, vous qui travaillez à l'heure actuelle, quand même à droite, un besoin très urgent de se tourner vers de nouveaux talents, point. C'est la fin de ma question. Et David Lisnard en fait indéniablement partie. Mais David Lisnard, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'identification ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prochain Premier ministre ne pourra pas être issu d'un des 3 blocs qui a représenté à l'Assemblée à l'issue de ces législatives. Parce qu'ils n'ont ni la capacité en termes de nombre de sièges, ni donc la légitimité pour gouverner. Ce qu'il faut, c'est un Premier ministre qui soit en dehors du jeu partisan donc et parlementaire. Donc c'est le fameux Premier ministre technique dont on va parler pendant quelques semaines. Et en même temps capable de maîtriser le travail à l'Assemblée nationale. Parce donc que, extrêmement politique. Exactement. Et alors si c'est un Premier ministre technique, ça va un peu nous condamner à l'immobilisme pendant les 3 prochaines années, puisqu'il ne prendra pas de décision qui engagera vraiment l'avenir du pays. Et la légitimité de David Lisnard, c'est qu'il est président de l'Association des maires de France, qui est la plus grande association d'élus. Les maires, ce sont les élus les plus populaires parmi les Français. Beaucoup d'études d'opinion l'ont démontré. Dans une association dans laquelle il rassemble un consensus transpartisan, il y a autant de maires de gauche que de droite. Et puis, il a la légitimité du terrain. Il connaît bien le travail parlementaire, puisque bon, il a un long passé. Mais est-il suffisamment essayez de répondre à cette question, est-il suffisamment identifié par la majorité des Français? Est-ce qu'il y a pas encore, mine de rien, un travail de personnalité? Ça, c'est pas forcément gênant, mais enfin, il est président de l'AMF. Je rappellerai que son vice-président, c'est André Léniel, qui est un socialiste historique, je dirais un dinosaure du Parti socialiste. Voilà, vu son grand âge, mais enfin, il est maire à côté de chez moi, donc je vais pas le critiquer, mais je l'imagine pas André Léniel soutenir la politique de David Lisnard, Premier ministre, pas une seconde. Donc, qu'il n'y ait pas de mésentente, voilà. C'est pas le David Lisnard ultra-libéral que vous avez désigné ou qualifié tout à l'heure. Moi, ça me va bien, ça me pose pas de problème, qui serait en mesure de gouverner l'Assemblée et un gouvernement. C'est un David Lisnard ou c'est n'importe quelle autre personnalité qui s'engagerait sur 3-4 mesures sur lesquelles les partis se seraient préalablement mis d'accord. Dans un temps donné, à les présenter et à les voter. Il y a déjà beaucoup de conditionnels. Ce qui permettrait de ne pas renier son identité politique en disant je suis un Premier ministre de cohabitation, j'avance sur 3, 4, 5 mesures sur lesquelles les partis se sont mis d'accord. Et après, si ça ne marche pas, bon tact, et on peut se retirer. Moi, je pense que ce qui a détruit la politique, c'est de réduire la politique à de la communication. Et ça fait 20 ans qu'on fait ça, et ça fait 20 ans que les partis politiques, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre, ne travaillent pas sur le fond des propositions. Moi, mon engagement derrière Emmanuel Macron, c'était à l'issue de la Grande Marche où on avait justement essayé d'engager un travail de fond. Sauf qu'une fois qu'on a été élu en 2017, ça a été oublié. On s'est mis dans les charentaises des partis traditionnels, où c'est quel est le plus beau pour aller à la prochaine élection. Mais il y a aucun travail de fond sur des propositions concrètes à faire au pays, et c'est ça que les citoyens ils demandent aujourd'hui, c'est d'avoir des idées et une vision à moyen et long terme. Et ça, je suis désolé, mais dans le personnel politique actuel, y compris David Lisnard, je suis pas sûr que qui que ce soit parce qu'il n'y a pas eu le travail de préalable de fait. On peut dégager des personnalités à partir du moment où il y a un corpus idéologique commun, où il y a une vision à moyen et long terme qui est développée par un groupe de personnes. Aujourd'hui, ça, dans le paysage politique actuel, je le vois nulle part, pour être tout à fait honnête. Eh bien, écoutez, Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la majorité, vous avez la parole, vous allez la retrouver juste après la pub, parce que vous aussi, vous avez un coup de gueule à passer. Figurez-vous qu'au beau milieu de ces Jeux Olympiques, en attendant du côté de l'agriculture, c'est la pire récolte de blé depuis 40 ans. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo.
On est ensemble jusqu'à 13h, toujours en direct évidemment, avec Quentin Osler, journaliste à Valeurs Actuelles et auteur du très bon livre David Lisnard, Le réveil de la droite. Et si c'était lui, Sébastien Schnigens, journaliste au service politique du Point, et Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la majorité, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous aviez la parole juste avant qu'on parle en pub, mon cher Jean-Baptiste, et je le disais avant qu'on se retrouve, c'est à vous de passer votre coup de gueule. Et mine de rien, même si on est dans l'euphorie des JO, il y a une réalité dans l'agriculture qui est que c'est la pire récolte de blé depuis 40 ans. Oui, bon, je suis pas original dans mes thématiques abordées dans mes coups de cœur ou mes coups de gueule, mais en même temps, je parle surtout de ce que je connais, ça évite de dire des bêtises. Bien, hein. C'est pas parce que c'est rare qu'il faut pas dire des bêtises. Et je pense que le lendemain du jour, on va se réveiller avec une grosse gueule de bois, et notamment dans le monde agricole, je pense que l'automne va être très très chaud. Effectivement, comme vous l'avez dit, on estime aujourd'hui la production de blé en France autour de 25 millions de tonnes, c'est-à-dire à peu près moins 30% par rapport à l'année dernière, qui était une année à peu près normale. Alors, on avait déjà moins de surface implantée en blé, parce qu'on a eu un automne très pourri, enfin tout le monde l'a vu, avec beaucoup de pluie, et donc les agriculteurs ont eu du mal à semer. Donc ils ont semé déjà 10% de moins en surface, mais même... Donc qu'on soit à moins 10%, ça serait logique, mais on est à moins 30% parce que les conditions climatiques ont fait que le blé a mal poussé, il a été très malade, et on a eu du mal à contrôler les maladies sur les blés, et du coup on se retrouve avec des chutes de rendement catastrophiques, 30% en moins. On retrouve les chiffres, on n'a pas retrouvé ces chiffres depuis 1983. On revient au niveau de 1983, voilà, et même en 2016 où on avait eu une année climatiquement très défavorable, on était largement au-dessus de ça. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une situation où il va y avoir un problème de revenus, parce que tout le blé qui n'est pas produit, alors on pourrait se dire il y a moins de blé produit, la demande est toujours la même, donc les prix vont monter, ça peut peut-être équilibrer, mais non, parce qu'en fait les prix du blé ils sont fixés à Chicago et ils sont en fonction des récoltes mondiales. Or aux États-Unis et en Russie ils ont fait des récoltes ils ont eu un record parce qu'ils ont eu un climat très favorable et qu'ils ont des moyens de production que nous n'avons plus aujourd'hui en France et en Europe, parce qu'on s'est interdit un certain nombre de produits aussi. C'est lié aussi. Alors c'est pas lié qu'à ça, c'est lié aussi au climat, mais du coup les prix du blé vont être bas et les producteurs en produisent moins, donc il va y avoir des gros soucis de revenus à la fin de l'année, et dès l'automne il va y avoir des problèmes de manque de rentrée d'argent qui vont pas être sans poser un certain nombre de problèmes, et à l'heure où on parle de souveraineté alimentaire, aujourd'hui on est dans une impasse. Comme disait Kersozon, l'agriculture elle se régit pas avec de l'idéologie, elle se régit avec du réel et du concret. C'est-à-dire que les agriculteurs ils font face aux aléas climatiques tous les ans, et il n'y a pas une année qui est identique à la précédente. Donc quand on leur impose en plus des contraintes de production qui sont irréalistes et qui ne correspondent pas à ce que leurs concurrents ont comme contraintes, on met deux boulets aux pieds, et aujourd'hui on va perdre... Non seulement les agriculteurs vont perdre de l'argent, mais toutes les entreprises de transformation, elles vont perdre aussi de l'argent avec le manque de volume, et donc on va avoir des gros soucis dans les PME de l'agroalimentaire demain, où ils vont être obligés d'importer de la céréale venant d'ailleurs, qui ne correspondent pas du tout à nos normes de production. Donc on est vraiment là-dessus. Ça veut dire quoi pour les agriculteurs? Ça concerne combien d'agriculteurs? 30% de volume en moins, ça va faire 30% de revenus en moins, et sur des revenus qui sont déjà pas c'est déjà pas Byzance, hein. Je veux dire, l'agriculture française, si les agriculteurs français gagnaient largement bien leur vie, on pourrait dire que 30% en moins c'est pas gênant, c'est loin d'être le cas. Donc ça va poser des problèmes de revenus, de trésorerie, de salaires qui pourront pas se verser, de difficultés à payer des salariés, et derrière toutes les entreprises qui transforment ces céréales là, elles vont être en difficulté aussi, parce qu'elles vont être obligées d'importer du blé qui vient d'ailleurs et qui donc respecte pas nos normes. Donc voilà, aujourd'hui on a un monde agricole qui est extrêmement fragile, de plus en plus fragile, avec des exploitations agricoles qui sont de taille conséquente, et heureusement, parce que c'est ce qui leur permet d'amortir le choc, parce que le small is beautiful, c'est sympa, ça permet certainement à quelques agriculteurs de vivre du RSA, mais c'est pas ça qui va faire vivre l'agriculture demain et qui va produire. Alors est-ce qu'on veut avoir des agriculteurs qui sont des fonctionnaires de l'État qui se contentent d'entretenir les territoires, ou est-ce qu'on veut encore indemniser ou est-ce qu'on veut encore et indemniser et payer pour entretenir les espaces verts, quoi, grosso modo, ou est-ce qu'on veut encore une agriculture à vocation productive qui produit l'alimentation pour notre population, et même qui exporte? Et d'être la ferme de l'Europe, donc voilà, et même au niveau européen, on a les mêmes problèmes, les mêmes questions au niveau européen. Qu'est-ce qu'on veut de notre agriculture? Et ça aussi, ça revient à notre débat précédent. Il faut une vision à moyen long terme, parce qu'une exploitation agricole, ça
ça se pilote à 10 ans. Ça se pilote pas à 1 an ou à 6 mois ou en attendant la prochaine dissolution. Donc on a besoin d'une vision sur l'agriculture à moyen et long terme. Et là aussi, on a assez peu de politiques qui la développent jusqu'à présent. Et l'agriculture est un impensé. Sauf qu'on a vu pendant le Covid que quand il y en avait plus les filières agricoles qui correspondent à nos besoins, eh ben on est obligé d'importer. Et parfois, avec les tensions géopolitiques, ça peut poser des problèmes d'approvisionnement dans nos supermarchés. Il y a que ça qui fera peut-être réagir le citoyen, c'est quand il se rendra compte qu'il y a certains produits qu'il peut plus trouver dans son supermarché parce qu'on n'est plus capable de le produire. Dans leur supermarché, de s'apercevoir tout d'un coup qu'il n'y a plus. Le jour où certains pays, disent on ferme les frontières, on n'exporte plus. Si demain le Brésil dit on n'exporte plus de poulet, je peux vous dire qu'il va y avoir des rayons de supermarchés vides au niveau et des restaurants qui pourront plus tout à l'heure souveraineté alimentaire. C'est un enjeu géopolitique majeur dans les années qui viennent. Mais pour ça, il va falloir réagir vite et il faut un gouvernement qui agisse parce que je peux vous dire qu'à l'automne, ça va sortir très très fort dans les campagnes. On pourrait revivre l'hiver dernier. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, déjà qu'il y a quelques mois, nous avons vécu une manifestation du monde agricole qui a pris une ampleur. Il y a un certain nombre de réponses qui auraient dû être amenées qui n'ont pas été faites. Il y a un certain nombre de lois qui ont dû passer qui ne sont pas passées. Il s'agit pas d'avoir un gouvernement qui demain sera infoutu et de passer des lois agricoles. Et on voit bien sur les connaisseurs des questions agricoles, il y en a plus beaucoup à l'Assemblée nationale, pour être tout à fait honnête. Rassemblement national, pour le moment, je vois pas trop de profils vraiment agricoles, et dans les autres partis, ils ont quasiment tous été sortis. Donc, avec en plus une ça va façon poser très des problèmes idéologique d'aborder ces questions-là. Tout à fait. Et l'agriculture ne se pilote pas avec de l'idéologie, je le répète. Sébastien, journaliste au service politique du Point, réaction par rapport au coup de gueule du camarade Jean-Baptiste qui alerte sur cette récolte catastrophique cet été-là pour le blé. En toute humilité, je connais absolument pas le sujet et donc je peux pas prétendre en parler aussi bien que Jean-Baptiste Moreau. En revanche, ce que je peux dire, c'est que on voit bien que, en fait, là où je le rejoins, c'est que passé l'euphorie des Jeux, on aura une grosse gueule de bois, on risque d'avoir pas mal de crises sectorielles qu'il va falloir gérer et ça va péter, ça pourrait péter en tout cas à l'automne. Il y a un budget, un PLF et un PLFSS à faire passer et on n'a pas de gouvernement. Donc Donc ce que dit Jean-Baptiste, mine de rien, n'est que la face et la partie, mine de rien, un tout petit peu immergée de l'iceberg. Moi, sur le terrain, je sens que les tensions montent. Je sens que qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain ? Les agriculteurs s'énervent parce qu'ils voient bien qu'il n'y a personne. Le ministre de l'Agriculture est démissionnaire et aujourd'hui, il devrait être tous les jours sur le terrain. Le ministre de l'Agriculture, s'il y en avait un en tant que tel, il devrait être tous les jours sur le terrain pour rassurer, pour écouter et pour essayer de trouver des solutions pour l'automne. Parce que voilà, la moisson, elle est pas finie partout, elle est en train de se faire. Si demain, par exemple, il y a une crise, comme vous dites, sachant que là, il y en a déjà une d'un point de vue des récoltes, à qui on s'adresse quand vous êtes agriculteur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bonne question. À part tomber sur le répondeur du ministre de l'Agriculture, j'entends. Je peux le donner, j'ai son numéro, c'est pas le souci, mais le problème, c'est qu'il est démissionnaire et que de toute façon, il n'a aucun moyen d'action. Non, mais il était censé gérer les affaires courantes, normalement. Gérer les affaires courantes, sauf que quand c'est une crise, est-ce que c'est une crise est une affaire courante ? Enfin, voilà. Et s'il y a des décisions importantes à prendre qui engagent des budgets relativement conséquents, je pense pas qu'il ait la légitimité, même la possibilité constitutionnelle de le faire. Sur des réponses, sur des aides, des subventions, je pense même pas qu'il puisse le faire aujourd'hui. Donc il va falloir rapidement que ça se résolve. Mais une fois qu'on aura un gouvernement, on n'aura pas tout résolu parce qu'il faudra que ce gouvernement, si vous avez demain, je veux dire, la gauche qui est nommée avec la ligne LFI sur l'agriculture qui est globalement totalement anti-scientifique, anti-production, qui veut que les agriculteurs soient des gentils entreteneurs, des gentils, on appelait ça les cantonniers chez moi à l'époque, c'est-à-dire qui entretiennent les espaces verts, c'est pas ça qui va nous sauver au niveau de notre souveraineté alimentaire, quoi. Donc, je peux vous dire que si c'est la gauche qui arrive au pouvoir demain, là pour le coup, la manif agricole, elle est le lendemain. Je sais pas s'il y aura un 49.3, une motion de censure, mais je peux vous garantir que les agriculteurs, ils sont dans la rue le lendemain. On sait pas ce qui se passera à l'Assemblée, mais en tout cas, on a une idée de ce qui se pourrait se passer dans la rue d'un point de vue des agriculteurs. Sébastien Schnigen, journaliste au service politique du Point. Votre coup de gueule, votre coup de cœur, c'est un mélange un peu entre les deux, en tout cas sur le patriotisme dont on devrait se réjouir, on va dire, pendant les Jeux, plutôt que de le considérer comme rance et idiot ou d'extrême droite, c'est ça ? Absolument, en fait, au lieu de parler de patriotisme, certains parlent de nationalisme, on a ces petites rengaines qui montent, qui voudraient faire de ces Jeux l'exaltation du nationalisme, du chauvinisme ou du virilisme, c'est ce qu'on entend aussi. Il y a une semaine, le député LFI, justement, Arnaud Saint-Martin, disait que l'heure est à la régression nationaliste. Je crois qu'il a rien compris, et c'est honnêtement assez désolant de bêtises et
En fait, il oublie la distinction que Romain Gary avait très bien établie entre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc on peut très bien, et c'est là le coup de cœur, on peut très bien aimer ces athlètes français et en être fier, tout en ne haïssant absolument pas les autres athlètes. Enfin, c'est absolument stupide. Et je pense, et j'en terminerai par là, que ça démontre la déconnexion d'une partie de la gauche française, qui ne s'enthousiasme pas particulièrement pour ces JO et qui encore une fois, trouvent que c'est nationaliste, viriliste, qu'il faudrait compter les médailles européennes plutôt que les médailles françaises, qui sont totalement déconnectés d'une partie de la majorité des Français qui sont et qui est incapable de se réjouir de voilà, ce dont c'est ça. Sont satisfaits quand même une majorité des Français. Quentin Honsler, journaliste à Valeurs Actuelles, j'imagine quand même que vous rejoignez le camarade Sébastien sur cette tendance quand même à se plaindre tout d'un coup d'un élan qui ne serait pas du tout patriotique mais davantage nationaliste voire rance. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revoir naître un peu, vous savez, les commentaires qu'il y avait eu lors de la Coupe du Monde de rugby avec une cérémonie d'ouverture avec un Jean Dujardin habillé, on va dire, en français des années 30 et qui avait indigné tout le monde. Non, je suis totalement en phase évidemment avec ce que vient de dire Sébastien, mais je voudrais pas non plus accorder plus de crédit que cela aux polémiques lancées par l'extrême gauche, qui est peut-être majoritaire dans l'espace politico-médiatique, mais qui est très minoritaire parmi les auditeurs et chez les Français en général. Et je voudrais rajouter que entre les bénis oui, donc c'est-à-dire les gens qui voient tout ce qui se passe de bien avec les JO, qui sont dans une espèce d'enthousiasme parfois un peu mièvre, et entre les pisse froids totalement béants, dont on parlera peut-être tout à l'heure, le fameux pisse froid que Anne Hidalgo a brocardé, ceux qui ne voient que le mal et toutes les scories autour de l'organisation, la sécurité des jeux, les polémiques, etc. Il y a peut-être une troisième voie pour la lucidité. On peut s'enthousiasmer que les jeux servent un peu de ciment pour la nation qui est très fracturée, et on peut s'enthousiasmer de cette ferveur générale et en même temps sans être dupe voir qu'il y a certains buts idéologiques qui va y arriver. Et puis même d'une certaine visée idéologique, que ce soit du côté de la cérémonie ou même parfois des organisateurs. Oui, bien sûr. On y reviendra tout à l'heure. Ça reste assez anecdotique. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que cet élan il perdure dans le temps et qu'il donne naissance effectivement à un sentiment d'unité nationale qu'on recherche depuis pas mal de temps maintenant. Le seul truc, c'est que ça va pas se faire tout seul. C'est-à-dire que c'est pas juste en surfant sur la vague des Jeux Olympiques le lendemain que tout ça va perdurer. Il va falloir des mesures. On le dit depuis tout à l'heure, mais il va falloir. Il faut bien avoir conscience que tout cela n'est qu'une trêve. Voilà, c'est qu'une trêve. Une petite respiration. Ça peut peut-être être prolongé, mais pas dans l'immobilisme et en laissant le temps suspendu. Voilà, parce que le lendemain, les réalités vont rattraper les Français sur le pouvoir d'achat, sur les tensions géopolitiques mondiales. On voit bien, ça monte partout. Sur ce qui se passe en Angleterre, sur ce qui se passe en Ukraine, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, donc et sur ce qui se passe en France aussi, je le disais tout à l'heure. Donc, si on veut vraiment surfer et que cette positivité, on peut qu'en s'en réjouir. Enfin, moi, je suis le premier à me réjouir de ce qui se passe en ce moment. Mais ça va pas rester comme ça tout le temps s'il n'y a pas vraiment des actions fortes qui sont menées pour que ça reste comme ça. Je veux dire, sinon, ça va être juste la gueule de bois le lendemain et on repart au point de départ, voire pire. Mais vous, l'ex-député, et même vous, Quentin Honsler, journaliste à Valeurs Actuelles, vous n'êtes pas étonné que tout d'un coup, dans ce pays, on apprenne à nouveau à aimer le drapeau français, à aimer la Marseillaise, à se réjouir de choses que d'habitude on cloue au pilori, la méritocratie, le sacrifice, la récompense des plus forts. Ça ne vous a pas interpellé tout d'un coup ce contraste évident? Moi, je suis pas surpris parce que c'est comme ça qu'est le pays profondément, globalement. C'est pas comme ça qu'il est représenté par la sphère médiatico-politique, ça on est d'accord. Mais profondément, le pays, il aime aussi la cérémonie d'ouverture des mondiaux de rugby et aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il est divers, il n'est pas monolithique. Et le pays, il est attaché effectivement au récit historique, à un certain nombre de choses, mais il n'est pas suffisamment représenté. Et on le voit bien au moment des élections, même si les participations sont plus importantes, il se sent plus représenté par une partie de la classe politique et de la classe médiatique, et ce qui va pas sans poser des problèmes d'unité.
justement. Alors on a restauré cette unité grâce à ces jeux, mais ça va pas rester comme ça si rien n'est fait réellement de toute façon, pour le maintenir. On aura l'occasion d'y revenir dans nos débats qui vont se poursuivre juste après 11h avec notamment la récompense ou même les remerciements qu'on va devoir adresser à Anne Hidalgo avec la tenue de ces jeux. Mais le premier thème de notre débat sera beaucoup plus politique et ça tombe bien, nous sommes très bien entourés aujourd'hui avec Sébastien Schneegen, journaliste au service politique du Point, Quentin Haussler, journaliste à Valeurs Actuelles, et Jean-Baptiste Moreau, ex-député de la majorité présidentielle, avec ce thème qui nous attend en attendant le Premier ministre, le rude bilan du macronisme. Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'heure de l'autopsie? À tout de suite sur Sud Radio. On a encore 1 heure ensemble, 2 débats avec aujourd'hui autour de la table Sébastien Schneegen, ce journaliste au service politique du Point, Quentin Haussler, journaliste à Valeurs Actuelles, et Jean-Baptiste Moreau, ancien agriculteur, ex-député de la majorité et porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Pour commencer cette petite heure ensemble, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce qu'on voit depuis quelques jours dans la presse. On l'a abordé dans vos coups de cœur, dans vos coups de gueule. Beaucoup de noms sortent du chapeau pour devenir Premier ministre. Certains se proposent alors qu'officiellement on ne leur a pas tellement demandé. On évoque Bernard Cazeneuve, on évoque évidemment Xavier Bertrand, il y a Lucie Castet du Front Populaire. Mais au milieu de tout ça, il y a surtout les fidèles du président de la République qui se lâchent. On peut le voir dans la presse. Ce sont les anciens premiers ministres. On se rappelle de la phrase d'Édouard Philippe sur le président qui, avec cette dissolution surprise, avait tué la majorité. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement temps et même l'heure, surtout dans les troupes politiques, de faire le bilan du macronisme, Jean-Baptiste Moreau? Oui, enfin, le président a été réélu en 2022 pour 5 ans, donc il est président de la République jusqu'à 2027, et je pense qu'il honorera son mandat jusqu'au bout. Maintenant, évidemment qu'il est l'heure de faire le bilan, mais il était déjà l'heure. On doit se remettre en question à chaque moment quand on est responsable politique. Là, d'un vrai bilan, parce que j'ai l'impression qu'on nous a parlé d'un Emmanuel Macron qui s'était déjà remis en question après le grand débat, après le Covid, que rien ne serait fait déjà comme avant, et pourtant, même là, dans les quelques... Il y a eu des inflexions. Lesquelles, par exemple ? Et après, tout n'a pas été des échecs, je veux dire, sur l'emploi, le taux d'emploi qui est au plus haut depuis des dizaines d'années, sur la réindustrialisation, sur un certain nombre de mesures qui ont été dans le bon sens. J'étais porteur d'une loi Egalim dont tout le monde agricole se félicite et demande juste l'application, en fait. Donc il demande pas à ce qu'on revienne sur la loi, il demande juste à ce qu'elle soit appliquée, ce qui est normalement la base d'une loi. Normalement. Mais hélas, depuis 20 ans, c'est pas forcément le cas non plus. C'est bien des soucis, c'est qu'on vote des tas de lois, mais elles sont pas tellement appliquées derrière. Mais il y a eu quand même des réussites globalement dans le secteur économique. On peut pas dire que tout a été foiré par le président de la République et la majorité que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 5 ans. Donc non, mais dans l'heure du bilan, je voulais vraiment parler de l'aspect, et c'est un mot un peu fort, mais il est volontairement provoquant, du côté autopsie. Parce que là, on est quand même dans une situation, que le veuille ou non, vous avez passé tout à l'heure votre coup de gueule sur vraiment on va dire des récoltes de blé qui s'annoncent extrêmement mauvaises. On a quand même ça, c'est pas la faute du président de la République. Non, du tout. Non, mais vous avez parlé quand même de ministres censés charger les affaires courantes, et on s'aperçoit que, mine de rien, si demain il se passe quelque chose de grave dans le pays, on peut pas dire qu'aujourd'hui il y ait véritablement des gens aux manettes. Donc tout est flottant quand même. Mais au bout de 7 ans qu'il y a une usure du pouvoir, ça me semble assez logique. Enfin, je veux dire, c'est quand même le président qui a été le plus au pouvoir depuis des dizaines d'années, donc le plus longtemps au pouvoir. Donc qu'il y ait une usure du pouvoir au bout d'un moment, ça semble assez logique globalement. Le principal problème que je vois, c'est qu'en face on a des oppositions qui ont rien foutu depuis 7 ans. Enfin, qu'elles soient à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême droite, tout le monde surfe sur la critique de ce qui est fait, mais personne ne propose grand-chose comme alternative. Et c'est bien ça le danger que je vois moi dans l'optique des futures échéances électorales, c'est que en face, on n'a pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit qui soit prêt à gouverner. On le voit bien en ce moment. Ils font tous une chose, vous avez quand même une extrême gauche très haute, une extrême droite très haute. Donc mais qui repose, qui surfe sur des constats et des critiques, mais qui ne proposent rien. Enfin, je veux dire, mais qui font beaucoup plus de voix que vous dans les élections. Ça c'est sûr, mais c'est beaucoup plus facile d'être populiste et démago et raconter qu'on rase gratis que de raconter que des problèmes complexes, non que des solutions complexes. Quentin Haussler de Valeurs Actuelles. La médiocrité des oppositions n'enlève en rien l'impuissance ou l'inefficacité de la majorité. Non, mais j'aimerais bien qu'on en parle aussi, parce qu'on en parle tout le temps. Non, bien sûr, mais vous avez raison. Je veux dire, parmi les macronistes, c'est souvent l'argument qui revient inlassablement, c'est qui ferait mieux. Voilà, c'est l'argument qu'on entend depuis longtemps, mais je le trouve un peu faible. Le dernier juge de paix en démocratie, dans une compétition électorale, c'est le bilan. Est-ce que la France se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 7 ans quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir ? Réponse, Quentin. La réponse est dans la question, et puis à ce niveau-là, c'est tiré sur une ambulance. Au niveau de l'emploi, non, je suis désolé. On va peut-être commencer par regarder les choses froidement.
Sur l'aspect économique, il y a une libéralisation du marché du travail amorcée à la fin du quinquennat Hollande et poursuivie au début du premier quinquennat Macron avec les lois El Khomri, ces ordonnances. Il y a eu un regain d'attractivité pour les grandes entreprises étrangères, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'on est un pays un peu détenu dans certaines industries. Et puis après, on peut s'épancher longuement là-dessus, sur la hausse de l'insécurité que tous les chiffres démontrent. La charge de la dette, avec la dette qui a explosé de 1000 milliards, elle était de 2000 milliards quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017. Enfin, la litanie peut être mais il faut se comparer aussi. Enfin, il faut regarder un peu le contexte qu'il y a eu avec le Covid et il faut se comparer aussi aux autres pays européens et aux autres pays au monde. Mais l'argument du Covid, il a bon dos, je trouve. Et j'ai vérifié ce matin. Le plan de relance pour le Covid, c'est 240 milliards dans la hausse à l'intérieur de 1000 milliards de hausse de dette. Donc, c'est un peu limité comme argument. Oui, mais c'est quoi qu'il en coûte, il va bien au-delà. Non, mais le coût du Covid ne se limite pas au plan de relance. Le coût du Covid, il se limite pas au plan de relance. Il y a eu des aides aux entreprises, il y a eu d'autres choses qui. Mais la totalité du coût du Covid pour les finances publiques, c'est 240 milliards. Oui. Ouais. C'est Sébastien Schneegans, qui est journaliste politique au Point. Vous, justement, c'est on va dire votre domaine de compétence, c'est au cœur de la discussion. Quel est, on va dire, le résultat de l'autopsie du macronisme? En fait, je pense que là, depuis le début du débat, on parle du bilan de Macron. En fait, moi, j'aimerais parler du bilan du macronisme, et un peu sévère, je dirais que je pense, à ce stade, on aura l'occasion de discuter, que le macronisme restera comme une parenthèse de la Ve République. C'est-à-dire que Macron... Ça fait 7 ans qu'on nous dit ça. Macron a tout fait flamber. Je voudrais juste citer cette phrase de Bernard Cazeneuve dans l'excellent bouquin de Nathalie Chuck, Les Naufrageurs. Il disait dès 2016, « Ce que tu fais, Emmanuel, est totalement nihiliste. Tu seras enseveli à la fin sous les décombres de ce que tu auras fait sauter. » Et je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. Et depuis la dissolution, je repense à cette phrase. On a quoi? On a une assemblée tripartite où la tripartition n'a jamais été aussi forte. Donc on a 3 blocs qui sont très loin de la majorité absolue. On a un pays ingouvernable pour le moment. Et on a deux partis qui étaient les partis ils étaient déjà faibles en 2017, mais pas aussi faibles, le PS et LR, qui sont groggy. Donc, qu'est-ce qui restera du macronisme? Je sais pas. On va aller au standard au 0826 300 300. Les appels sont nombreux et on accueille Abdelak. Bonjour Abdelak. Bonjour Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous appelez depuis Mont-de-Marsan. Absolument. En ce moment, je suis à Nîmes, vous savez, un des plus grands clubs de football de France. Vous avez bon goût. Vous trouvez que le bilan d'Emmanuel Macron est bon, mais surtout avec le contexte qu'il a dû affronter pendant ces 7 années de pouvoir, la guerre en Ukraine, le Covid, etc. C'est ça ? Absolument, absolument. Vous savez, j'aimerais tellement que les politiciens et les gens qui commentent partent de la base de ce qui a été fait de positif, plutôt que de chercher faire du gnangnan sur ce qui a été négatif. L'objectif quand même des politiciens, c'est d'améliorer la situation d'un pays, faire des propositions économiques, tout simplement pour qu'on améliore. Mais depuis que je suis né, j'ai 53 ans, on a toujours été en train d'améliorer. Je crois que ça se passe pas si mal que ça en France, sinon ça se saurait. Dans les Landes, je peux vous dire que c'est la première fois qu'on ait une barre qui soit aussi faible au niveau du chômage. Donc il y a des évolutions qui sont faites, j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Après c'est un bilan économique, bien que le chômage soit important, Abdelak, vous avez entièrement raison, et ça fait des années qu'on nous faisait croire qu'on avait tout essayé. Bon, visiblement pas, mais depuis tout à l'heure, vous dites le bilan économique d'Emmanuel Macron n'est pas catastrophique, mais vous ne me citez que le chômage. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Le sentiment que les gens, quand même, à la fin du mois, n'aient pas assez pour vivre, le déficit commercial extérieur, la dette... Vous savez, les politiciens, ils ont une limite. Vous savez, ils vont prononcer des idées ou ils vont faire des avances. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles que le carburant augmente. N'importe quel politicien, c'est un guignol à côté, il peut rien faire. C'est les pays qui produisent, qui font la loi. C'est eux qui décident. Vous savez, on met beaucoup de choses sur les politiciens. Il y a beaucoup de choses qu'ils pourront jamais maîtriser de leur vie. Quand des entreprises décident d'investir dans tel ou tel pays, vous savez, on peut en parler politiquement, mais la décision, elle appartient aux chefs d'entreprise, aux États qui veulent bien s'unir avec eux. Oui, mais vous comprenez, on en a parlé hier sur Sud Radio, vous comprenez que ça interpelle les citoyens aussi. Non, mais il y avait un édito de Laurent Geoffrin qui est Jean-Baptiste jours-ci qu'on peut pas. Non, je suis d'accord avec monsieur. Il y avait un édito de Laurent Geoffrin il y a quelques jours qu'on peut pas soupçonner de macroniste globalement, puisqu'il est assez critique. Non, voilà, et qui explique que oui, bien sûr qu'il faut être lucide sur ce qui va et ce qui va pas dans notre pays, mais je veux dire la
caste médiatico-politique qui tape systématiquement, qui n'est incapable de reconnaître ce qui va, on finit par détruire la démocratie. On est parti comme la Hongrie, c'est-à-dire qu'on ouvre, on fait le lit des populistes et des démagogues. Non, mais il s'agit pas de dire Abdellah et Jean-Baptiste Moreau, je vous aime beaucoup, mais je vous trouve quand même franchement arrondi. On a une dette record. Il y a eu des crises. Vous parlez des gilets jaunes. Les gilets jaunes a été en grande partie provoqué par Emmanuel Macron et ses équipes. Donc, carbone, effectivement, ça a et été les 80 km/h sur les routes. Ça remontait de plus loin. Je suis d'un territoire qui a été très mobilisé sur cette question-là. J'avais en plus averti sur le fait que ça allait mal, comme j'avertis en ce moment sur le fait que ça allait mal à l'automne. Qu'on arrive au pouvoir avec un livre révolution, c'est plus complexe. Mais bien sûr, mais c'est quelque chose qui remontait avant Macron. Ça, c'est pas les gilets jaunes. C'est quelque chose qui couvait. Oui, mais est-ce que le mépris avec les petites phrases, rappelez-vous il faut traverser la rue, rappelez-vous les salariés illettrés, rappelez-vous tout ça. Donc moi je veux bien qu'on vante un bilan. Évidemment qu'il y a eu des erreurs, évidemment qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il faut, mais il y a aussi des choses qui ont été faites comme il faut, et il faut savoir le reconnaître. Tout n'est pas négatif dans le bilan, parce qu'on finira par avoir des autocrates où plus personne n'aura le droit de rien dire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde aujourd'hui. On voit le désaccord est beaucoup trop fort. Jean-Baptiste Moreau, on va devoir s'en reparler après la pub sur Sud Radio, où le dialogue, voire même cette franche discussion continue. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On était avec Abdellah au standard qui nous avait appelé de Mont-de-Marsan, donc n'hésitez pas à poursuivre vos appels au 0826 300 300, à réagir évidemment sur l'application Sud Radio et même sur nos réseaux sociaux, Twitter notamment. On vous lira avec grand plaisir à l'antenne. Quentin Osler sur visiblement, non mais peut-être après moi que je me trompe et que je vis dans un pays d'illusion. Peut-être que la France est beau, qu'il n'y a pas du tout de dette, qu'on peut se balader main dans la rue, surtout les filles tard le soir, qu'il n'y a pas du tout d'insécurité. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce que ressentent les gens qui nous écoutent. Moi je suis toujours surpris par le déni ou l'optimisme chevillé au corps contre vents et marées des électeurs macronistes et des élus macronistes eux-mêmes. Je veux bien qu'on cherche, comme dans une botte de foin, les éléments positifs du bilan d'Emmanuel Macron. Il y en a, on les a évoqués assez longuement. Mais je veux dire, l'évidence est sous les yeux. On parlait de l'insécurité, par exemple. Quand on regarde les statistiques qui sont publiées tous les ans par le ministère de l'Intérieur, on voit qu'année après année, sur les coups et blessures, sur les vols, sur les homicides, qui est quand même la tendance, une tendance très lourde, qui est quand même très révélatrice d'un mouvement de société, totalement, de civilisation. Les homicides, ils étaient en train de baisser depuis plusieurs siècles, en France et en Europe en général. C'est les pires chiffres depuis 50 ans. Ils sont en train d'augmenter, en train de repartir à la hausse, alors qu'on était dans un processus de civilisation depuis des siècles. Emmanuel Macron, on parlait du bilan de la responsabilité d'Emmanuel Macron là-dedans. Évidemment, il n'est pas responsable à lui tout seul de la déliquescence d'un système qui est en place depuis 50 ans. Et puis c'est surtout un contexte européen. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui. Mais il a quand même la responsabilité d'avoir été aux manettes pendant 7 ans, de n'avoir pas su enrayer le déclin de la France dans de nombreux domaines, sur le plan de la sécurité, de l'économie, de l'emploi, peut-être un peu plus marginalement, dans beaucoup de domaines. Et vous voyez, il y a quelques jours, j'ai lu Révolution, le livre qu'il avait écrit en 2017. C'était son livre de candidat. Son élection. Moi, je l'ai lu en 2017. C'est en partie pour ça que je me suis engagé derrière lui. Sans savoir qu'on aurait ce débat-là aujourd'hui, je l'ai lu par curiosité, pour me dire qu'est-ce qu'il a pu rater. Eh ben, ce qui est d'autant plus impardonnable, c'est qu'il avait cerné de manière tout à fait lucide et clairvoyante tous les enjeux, tous les obstacles, les entraves à l'action publique qu'il y a aujourd'hui en France. Il parlait du bavardage législatif, il parlait de toutes sortes d'obstacles qu'il a été impuissant, par manque de volonté peut-être, par manque de, je sais pas, enfin en tout cas pas de clairvoyance, qu'il a été impuissant à enrayer. Et donc ça, c'est quand même d'autant plus impardonnable. Sébastien, je pense que je rejoins Jean-Baptiste Moreau sur le fait que les oppositions ne proposent pas grand-chose. Je dirais pas qu'elles proposent rien, c'est peut-être un peu exagéré. Mais en revanche, le problème du macronisme, en fait, c'est son essence. C'est le en même temps. On voit très bien que sur les retraites, on ne peut pas faire du en même temps, que sur l'immigration, on ne peut pas faire du en même temps, que sur le pouvoir d'achat, on ne peut pas faire du en même temps, qu'en fait, ça ne fonctionne pas et que, en essayant de faire des débauchages à gauche et un peu plus à droite, il s'est placé dans une position d'immobilisme et la dissolution, l'un de ses proches me confiait récemment, il disait Macron a cryogénisé la République. Je trouve l'expression très forte et très juste. C'est-à-dire que là, on est en plein milieu du mois d'août, enfin au plein début,
et tout est figé en fait. Il a oui, puis même d'un point de vue, on va dire démocratique, en plus de l'Assemblée nationale, bon, avec des blocs extrémistes, mais qu'on peut critiquer, mais qu'on doit aussi constater en tant que représentation naturelle d'une tendance actuelle dans le pays. Je rappelle qu'il s'est mêlé personnellement de beaucoup de dossiers. Il y a eu beaucoup de réunions à huis clos à l'Élysée. Ça a été le cas pendant le Covid. On lui a reproché, on va dire, une manière très pas autoritaire, mais on va dire très verticale de pratiquer le pouvoir. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas quand même abîmé le pouvoir? Non, mais moi je rencontre des gens, il n'y a pas un artisan ou une PME en Creuse qui se plaint de la façon dont le Covid a été géré économiquement et qui les a empêchés de faire faillite. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi être lucide sur la réalité des choses. Oui, mais la réalité des choses, je parle pas de 7e non, mais moi je pourrais bien sûr, mais moi je pourrais aussi vous parler d'un concret qui était que pendant le Covid, il y a eu une volonté de se masquer les yeux sur la réalité de l'état psychologique des jeunes, sur on a un vrai souci de décompensation derrière. Donc moi je veux bien qu'on parle de l'économie, mais il y a aussi à chaque fois, vous savez, la réalité humaine, et vous la connaissez sans doute mieux que nous ici. Je la connais pas mieux ni moins bien, mais enfin je vis en ruralité, donc je connais bien les problèmes de la ruralité, et on a un certain nombre d'échecs sur la ruralité et sur la vision sur l'hypermétropolisation de la France, qui est d'ailleurs pas sans lien avec les problématiques d'insécurité et autres. Si on avait une population un peu mieux répartie sur le territoire et un peu différemment, on aurait sans doute aussi moins ce phénomène de concentration de la pauvreté au même endroit, de concentration de la criminalité au même endroit. Moi j'ai plaidé pour la légalisation du cannabis, qui était d'ailleurs dans des propositions du président de la République en 2017, sur lesquelles hélas on s'est assis, et aujourd'hui il y a une lutte contre la drogue qui est entamée, ça il faut le reconnaître, sauf que ça ne débouche que sur en fait la prohibition sur le cannabis, ça ne débouche que sur des conflits entre bandes, et ce qui fait augmenter en fait, la criminalité. Dans tout ce que vous dites depuis le début, et c'est surtout ce que vous dites depuis le début, chacun autour de la table, et je pense que c'est un bon moyen de terminer cette discussion ou ce premier débat. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème de concret? C'est-à-dire que dans tout ce que vous dites, et notamment d'un point de vue économique, les gens sont peut-être là en train de nous écouter, ils sont peut-être partis très difficilement en vacances parce que le budget ne permettait pas totalement les vacances dont ils avaient rêvé depuis des semaines et des semaines, voire des vacances qu'ils méritaient. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de concret sur l'insécurité? Oui, bien sûr, il y a eu les places nettes, il y a eu la drogue, mais ce matin on était encore avec un camarade policier à Mulhouse qui nous expliquait qu'un homme avait été abattu froidement sur fond de règlement de compte devant le tribunal. Donc c'est quand même très symbolique. Sur l'économie, les gens ont quand même l'impression, malgré la prime d'activité, malgré tout ce qui a été fait, qu'il n'y a pas encore suffisamment de moyens déployés pour qu'ils puissent vivre décemment de leur travail. Donc il y a plein de sujets comme ça, peu importe la profession, peu importe le milieu, où on a l'impression que malgré tout ce qu'on nous raconte, malgré les aiguilles d'optimisme dans les bottes de foin dont vous parliez tout à l'heure, Quentin Hansler, il y a, on va dire, un mur qui s'appelle la réalité, et tout ce que vous dites ne passe pas ce mur. Mais parce que la politique se réduit à la com et pas de l'action. Mais ça, c'est le problème depuis. C'est pas le problème que du macronisme. Là, vous me tendez la perche idéale. La politique se réduit à la com. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron depuis 7 ans? Beaucoup trop de com. Le grand débat national, le Grenelle de je sais plus quoi. Il y a eu le Beauvau de la sécurité, il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu le Conseil national. La santé, c'est revalorisation des soignants et des infirmiers. C'est pas abstrait. Jean-Baptiste Moreau, le Conseil national de la refondation qui est inspiré du Conseil national de la résistance. Il fallait quand même déboucher sur rien. Non, mais on est d'accord, on a fait trop de com, mais pas le Ségur de la santé. On peut pas dire que le Ségur de la santé c'est que de la com. Je dis pas que tous ces organes de communication ont tous abouti à rien. Je dis juste que ça a été du détournement d'opinion, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre, alors que les problèmes sont connus depuis très longtemps. Il s'était écrit dans Révolution. Alors, une question toute simple, vous qui êtes macroniste, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a échoué à résoudre les problèmes qu'il avait lui-même très bien pointés il y a 7 ans? Mais parce que le principal échec, il est double. Il est d'une, de ne pas avoir continué à travailler sur le fond des propositions et de ne pas continuer à avoir écouté le terrain et à faire remonter les propositions du terrain, et de deux, de ne pas avoir réussi à ce que font les États-Unis avec le spoil system, c'est-à-dire au niveau de l'administration, à ce que le politique reprenne la main sur la haute administration. Et pour moi, le principal échec du macronisme, il est là, c'est que, comme on a mis en 2017 beaucoup de politiques inexpérimentées, on a la haute administration qui a bouffé le politique, en fait. C'est exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire, savoir le politique qui reprend la main sur l'administration, c'est l'administration qui a bouffé le politique, parce que politique inexpérimentée, qui n'ont pas été capables justement d'être suffisamment puissants pour que la décision publique qui se prend à Paris, elle soit appliquée sur le terrain. Parce que là aujourd'hui on a de la perte en charge entre la décision publique et la décision politique à Paris, et telle qu'elle est appliquée sur le terrain, parce que vous avez une administration entre les deux qui passe son temps à essayer de faire en sorte que surtout rien ne change. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est ce qu'Emmanuel Macron disait il y a déjà plusieurs années, qu'il répète à plusieurs reprises, mais vous imaginez quand même la dévaluation de la valeur de la parole publique
où les responsables politiques disent ça matin et soir depuis des années. Mais personne n'a fait. En gros, je vous ai compris, mais rien ne se passe. Et alors, vous qui dites ça, peut-être un autre le dira demain, il prétendra aux responsabilités, aux élections, au pouvoir. David Lisnard, et une fois arrivé au pouvoir, je pense que son bilan parle de lui-même. Il a été parler du livre avec 88% des voix au premier tour dans une ville très contrastée. Donc je pense que son bilan parle de lui-même. C'est Cannes, il n'est pas guéri ni. C'est beaucoup plus nuancé en réalité. Cannes, c'est 21% de pauvreté, c'est plusieurs points au-dessus de la moyenne nationale. C'est une ville très contrastée. Sébastien Schneegans-Dupont. On touche du doigt le sujet, l'un des sujets principaux sur le macronisme, mais ça c'est pas que le macronisme, c'est l'impuissance publique et le fait qu'on n'arrive pas à rendre concret, efficace, c'est le mantra d'Attal, mais il est dans l'hypercommunication, des mesures qu'on fait passer, parce que c'est faux de dire que rien n'est fait, que rien n'a été fait depuis 7 ans. Évidemment qu'il y a des choses positives, qu'il faut avoir un regard nuancé sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais le problème c'est que les gens le perçoivent pas en fait, et donc c'est ça le principal défi pour Emmanuel Macron ou Gabriel Attal, c'est de rendre concret ces mesures sur l'agriculture, sur et perceptible sur le terrain. C'est ça que reprochent les citoyens quand ils votent, c'est qu'ils perçoivent pas dans leur vie quotidienne ce que les décisions politiques qui sont prises. Ça, c'est un vrai problème. Mais c'est un vrai problème comme l'application des lois qui ne sont que très partiellement ou pas du tout appliquées. Bon, et bien voilà, en tout cas on a essayé de faire avec vous, auditeurs. Merci encore je remercie encore Abdelhak de Montmersan de nous avoir appelé. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au standard 0826 300 300 pour le prochain débat qui arrive dans quelques instants. Taxation des médailles olympiques, le coup de gueule de David Douillet, mais surtout ce qu'on vous dit ici à Sud Radio et ce sur quoi on a envie de vous entendre, c'est de dire arrêtons d'emmerder les sportifs et faisons de la France une vraie nation de sport. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous nous appelez au standard, tenez, pour réagir à ce sujet 0826 300 300. David Douillet, on en a parlé hier avec le camarade Joseph Ruiz dans les JO dans tous leurs états, que vous retrouverez bien sûr dans une demi-heure à partir de midi. David Douillet a passé un énorme coup de gueule parce qu'il trouvait totalement injustifiée la taxation des primes que recevaient les quelques athlètes français qui avaient reçu une médaille, qu'elles soient en bronze, qu'elles soient en argent, qu'elles soient en or. Bon, pas de chance, parce qu'après quelques vérifications, on s'est aperçu qu'il critiquait la propre loi que lui-même avait mis en place quand il était ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy. Cette loi date de 2011. Mais au-delà, visiblement, de ce petit quiproquo entre David Douillet et David Douillet, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation ? Est-ce qu'il n'est pas grand temps, quand même, d'arrêter d'emmerder nos sportifs français dans ce moment, en plus, où on s'aperçoit quand même que ça porte un pays ? Est-ce qu'il ne faut pas, tout simplement, davantage investir de l'argent dans des centres de formation, dans la recherche de certains profils très compétitifs, ou justement aller chercher les gens encore au berceau pour que ça puisse justement faire des Léon Marchand en puissance ? Est-ce que ce débat n'est pas totalement ridicule, Quentin Osler ? Non, il est tout à fait pertinent, et je pense même qu'au lieu de dire il faut arrêter d'emmerder les sportifs français, il faudrait plutôt dire il faut arrêter d'emmerder les Français tout court, parce qu'on a la fiscalité la plus confiscatoire au monde. Et ça me fait penser, vous savez, à cette phrase de Ronald Reagan qui disait « Tout ce qui bouge, on le taxe, ce qui bouge encore, on le réglemente, et quand ça bouge plus, on subventionne. » Ça, c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'horizon ultime de l'action publique dans ce pays depuis des années. C'est-à-dire que on fait de plus en plus de dépenses dans un pays qui a le record de dépenses publiques. On fait de plus en plus de taxes dans le pays qui est le plus réglementé, de lois, dans le pays qui est le plus réglementé au monde. Et on fait de plus en plus de chèques en bois puisqu'ils sont financés par de la dette. Mais l'efficacité de l'action publique, ça, personne n'en parle. Alors, pour revenir sur le sujet des médailles, moi, ce que je trouve quand même particulièrement savoureux là-dedans, c'est que l'État, en fait, donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette prime, elle est versée par l'État aux sportifs. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi l'État donnerait une prime aux sportifs qui ont gagné une médaille? Pourquoi ce serait pas à leur fédération sportive de le faire? Pourquoi ce serait encore à l'État d'étendre continuellement ses prérogatives? Et pendant ce temps, il ne met pas de moyens dans les... Oui, après, est-ce que c'est pas prendre le débat à l'envers, franchement, de dire pourquoi l'État devrait donner une prime ou pourquoi non? Pourquoi c'est pas son rôle. Le rôle de l'État, c'est d'assurer l'ordre public, les fonctions régaliennes, quoi. C'est la sécurité, la justice, la santé, l'éducation. Moi, ça me choque pas que le sport... C'est pas des primes. Oui, mais le sport peut être une priorité à encourager. Quand on voit objectivement les résultats et ce que ça provoque dans le pays, peut-être que c'est pas totalement mais je suis pas d'en distribuer le fait de distribuer une prime, mais je pense qu'elle devrait plutôt être distribuée par la fédération sportive
et pas par l'État. Parce que ça les place dans une espèce, ça place les sportifs dans une espèce de tutelle infantilisante. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que le sport professionnel d'aujourd'hui, il repose aussi, et les sportifs, ils viennent de là, du monde associatif, à la base, des présidents de clubs, qui sont bénévoles et qui s'investissent pour détecter les talents, pour former nos jeunes dans les clubs de rugby, dans les écoles. Alors que moi, qu'on impose un joueur de NBA, voilà, qui va gagner peut-être la médaille d'or ou la médaille d'argent demain, et qui va avoir 80 000 €, ça me semble pas illogique, d'autant qu'il n'est pas imposé en France déjà sur son salaire, parce qu'il joue aux États-Unis et qu'il impose aux États-Unis. Par contre, que le champion d'aviron ou même Léo Marchand en natation qui gagne pas grand-chose en dehors du sponsoring, qu'on l'impose, là c'est un peu plus choquant, mais je veux dire, il y a quand même des degrés. Le joueur de foot, qu'on l'impose, ça me semble assez logique. Par contre, l'escrime, voilà, le champion d'escrime qui trime largement autant qu'un joueur de foot au niveau des entraînements et tout ça, et qui gagne rien et qui est obligé d'avoir un boulot à côté, oui, là-dessus, je pense que l'État, il peut être un peu plus souple. Par contre, oui, il faut de l'argent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'argent magique. Donc, à un moment, faut savoir, on peut pas dire à la fois on veut développer le sport et à la fois on taxe personne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme dire il faut assumer de taxer à partir du moment où c'est nécessaire. Il faut que les hôpitaux aillent mieux, mais on paye plus d'impôts. Enfin, je veux dire, enfin, il y a un moment. C'est une maladie française de considérer que c'est à l'État de tout réglementer. L'État, il est là pour libérer la société des entraves qu'il lui a mis dessus. C'est pas en faisant des règles ou des taxes supplémentaires que ça va favoriser le sport. L'État, il est là pour impulser, comme il l'a fait pour les JO, par le biais du ministère des Sports, etc., créer des infrastructures. Mais il n'est pas là pour subventionner ses sportifs. Je crois qu'il faut voir la situation quand même des athlètes français qui sont dans une situation de précarité énorme. Enfin, ils bossent de nuit. Certains doivent vendre leur voiture. Enfin, ils ont 2 boulots. Je parle pas des athlètes forcément de basket ou de football qui ont plus de moyens, mais pour la grosse majorité des sports comme je sais pas, l'aviron, le kayak, qui sont moins médiatisés. C'est extrêmement compliqué. Je rappelle ce chiffre. En 2016, au JO de Rio, la moitié des sportifs vivaient sous le seuil de pauvreté. La moitié. Et en 2021, donc 3 ans pour Tokyo, c'était 1 sur 10. Mais en fait, il faut bien rappeler que seuls les sportifs les athlètes qui ont le statut de sportif de haut niveau, c'est-à-dire pas du tout tous les athlètes, perçoivent des aides de l'État. Donc, il me semble incohérent de taxer l'ensemble des athlètes. Effectivement, il faut faire des différences entre le footballeur qui gagne très bien sa vie dans un club européen ou américain et et puis l'aviron où il gagne rien, quoi. Oui, et puis la prime qu'on donne aux sportifs, c'est pas le salaire de Snoop Dogg qui est payé un chiffre évidemment indécent, je crois 8,5 millions d'euros en tout pour s'occuper de faire la promotion des Jeux Olympiques ici à Paris. La prime qu'on donne aux sportifs, c'est sa récompense, 15 ans d'entraînement, 15 ans de sacrifice, 15 ans d'excellence, un accompagnement, etc. Ça. Donc est-ce que c'est pas l'État devait donner de l'argent, si l'État devait donner de l'argent à chaque personne méritante et chaque personne en difficulté dans ce pays, il y a longtemps qu'il serait englouti. Oui, mais c'est-à-dire que quand on voit, c'est un peu une cause un facteur explicatif du déclin de la France. Mais c'est déjà la croix et la bannière en fait pour devenir athlète professionnel et pour devenir olympique. J'en parle. Enfin, athlète olympique, c'est encore pire. Donc ça me semble pas aberrant qu'on donne 80 000 € à un athlète qui a remporté l'or, qui s'est entraîné 10-15 ans, qui a fait je pense qu'on n'imagine même pas les sacrifices qu'il faut faire. Les nageurs et autres qui sont dans les piscines à 7h du matin. Et voilà, ou les triathlètes qui s'entraînent quand même 5 à 6 heures par jour pour une épreuve qui va durer 2 heures. Et qui cumule avec un boulot. Qui peuvent pas vivre de ça. Exactement, donc ça me semble pas déconnant de les exonérer d'impôts. Mais même en termes de message, Quentin, tout à l'heure vous disiez voilà, c'est pas le rôle de l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit tellement l'État venir proposer, et vous avez raison, ça fait partie du problème que vous dénoncez, c'est-à-dire qu'il y a sans doute un grand nettoyage à faire pour aller justement donner quelque chose aux plus méritants. Mais est-ce que c'est pas non plus dramatique d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste Moreau, il y a beaucoup de jeunes bénévoles, beaucoup de gens qui s'entraînent dans des clubs qui n'ont pas les moyens, c'est beaucoup de parents volontaires, de passionnés qui s'occupent de tout ça. Donc quand on voit des parcours français, des réussites françaises qui justement viennent contraster avec le déclin français dont vous parliez tout à l'heure, Quentin, est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir et peut-être même tout simplement supprimer cette taxe ? Supprimer la taxe, oui. Supprimer la prime, encore plus oui. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après, non pas qu'il ne la mérite pas, mais c'est juste une question de fléchage. Est-ce que c'est l'argent public qui doit rémunérer les sportifs ? On peut même étendre le débat. Est-ce que c'est l'argent public qui doit rémunérer
les milieux culturels, les artistes, le cinéma français qui souvent est boudé. Enfin voilà, si on doit donner de l'argent à tous les gens qui sont méritants et en difficulté, on n'a pas fini. Muriel, on va vous rejoindre au standard. Vous nous appelez de Béziers. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être allé. Écoutez, vous avez, à vous 2 ou 3, je ne sais plus combien vous êtes, résumé exactement ma pensée, ce que je vais dire. C'est pas grave, ce sera mieux dit avec vos mots, Muriel, allez-y. Oui, tout à fait, mais c'est-à-dire ce que pensent les Français, en règle générale. Moi, je suis pour la prime, hein, parce que le gars, il va la chercher avec les dents, sa médaille. Et comme disait, je sais plus qui, 80%, même 90% des athlètes ne sont pas rémunérés, ils ont un travail ailleurs. Le petit boxeur qui va gagner sa médaille ou autre, vous croyez, alors, ils ont quelques sponsors pour les plus gros, comme Teddy Riner, comme, des gens comme ça. Mais le reste, s'ils n'ont pas ça, ils bouffent pas, hein, le reste de l'année. Bah oui, exactement. Voilà. Alors, quand vous me parlez, oui, mais l'État, et la cérémonie qui a coûté des milliards, c'est qui a payé? C'est bien l'État quand même. C'est le CIO, le Comité international olympique. Le CIO et qui? 96% des fonds engagés pour le financement des Jeux sont des financements privés et le reste c'est l'État. Après il y a un sujet sur le dérapage du financement de l'État qui est passé de 3 à 10 milliards. Pour des médailles, il n'y en a pas des millions des médailles, hein? Oui, c'est une fierté française. Faut pas exagérer, il faut bien récompenser ces garçons ou ces filles. Pour vous, ça ne vous choque pas, contrairement à ce que disait l'odieux Quentin Osler tout à l'heure. Et pourtant, ce serait normal que l'État rémunère les sportifs qui arrivent à ce niveau. On donne bien de l'argent à des gens qui ne foutent rien de la journée et des gens qui s'entraînent pendant des années pour arriver à un sommet comme ça. Moi, je trouve que, et c'est pas excessif, hein, je m'excuse, 80 000 € pour une médaille d'or et le bronze, je crois que c'est 20 000. Bon, à part Marchand, les autres n'en ont pas. C'est 50. Hein. Vous seriez d'accord, en revanche, pour... Pas du tout. Muriel, vous seriez d'accord pour, par contre, on va dire, investir un peu plus de l'État au sens large dans de belles structures, dans de beaux salaires pour ceux qui s'occupent de ces talents-là, pour même les sportifs dans certaines fédérations, etc., j'imagine. Mais tout à fait. Tous les clubs qu'on a, nous, sur Béziers, à part les 3/4, c'est des entraîneurs bénévoles, hein, à qui on ne donne rien. Hein. Mais qui font ça par passion. Voilà, et parce que ils aiment le sport, parce qu'ils adorent s'occuper des enfants ou des jeunes, etc. Il faut quand même. Par contre, on parle pas des footballeurs parce que eux, c'est des salaires qu'ils touchent, c'est pas des primes. Hein. Oui, eux, c'est des salaires, des vrais salaires. Oui. Mais ils ont un salaire mensuel. Mais rarement distribué par l'État, ce qui n'est pas la même chose, contrairement aux sportifs olympiques. Merci beaucoup, Muriel, de nous avoir appelé au standard. Vous nous avez appelé de Béziers. Merci beaucoup. Mais mine de rien, c'est le vrai débat, parce que je me rappelle d'un champion sportif qui a regagné une médaille, qui s'appelle Florent Manodou, et qui nous avait expliqué, mine de rien, que ce n'était pas dans, quand même, on va dire, l'ADN de la France d'être une grande nation de sport. De sport de haut niveau, mais de sport tout court, ça s'est quand même pas mal développé. Mais pour revenir aux questions des infrastructures, ce qu'il faut savoir, c'est que les infrastructures, elles sont financées par l'État, certes, mais aussi par les collectivités locales. Moi, j'ai suivi de près un dossier, parce qu'il se trouve que la préfecture de la Creuse, aujourd'hui, a plus de piscine en bonne et due forme, parce que elle était tellement ancienne et tellement vétuste, et il y a eu tellement du sous-investissement qu'elle a fini par fermer. Et pour ouvrir une piscine aujourd'hui, c'est entre 10 et 15 millions d'euros. Pour une piscine, et je vous parle pas d'une piscine olympique, hein, je vous parle d'un équipement de piscine pour mettre des scolaires et pour les associations. Et c'est une économie strictement en déficit, c'est-à-dire qu'une piscine en fonctionnement, en budget de fonctionnement, c'est du déficit tous les ans. Et ça, c'est la charge des collectivités locales et de l'État. Donc, on peut pas dire à la fois, faut faire des économies, faut moins taxer, et faire fonctionner ce type de structure-là coûte
de l'argent tous les ans, tous les mois aux gens qui payent des impôts sur la ville en question. Enfin, je veux dire, moi, la piscine, l'une des piscines que je connais, c'est autour de entre 5 et 600 000 euros de déficit tous les ans. Qui est bouffé par la collectivité, c'est la collectivité qui l'assume. Mais voilà. Donc, c'est ça le coût d'une infrastructure. La collectivité étant bouffée par l'État, elle a du mal à financer sa piscine. Mais écoutez, je vous propose d'écouter ce que disait justement Florent Manodou, de se concentrer un peu plus justement sur le sport dans notre pays. Peut-être d'ailleurs que ça devra être une des priorités du futur Premier ministre de ce pays, parce que pour lui, quand bien même le nombre de nos médailles augmente, quand bien même les sportifs sont extraordinaires, quand bien même la France est portée par les JO, nous sommes toujours pas une nation de sport. C'était sur RTL. Pendant les 3 dernières années, on a eu du meilleur matos. Les athlètes ont été plus aidés aussi financièrement. Donc forcément, ceux qui devaient avoir un job à côté ont pu arrêter et s'entraîner un peu plus dur et peut-être décrocher quelques médailles ou des demi-finales sont allés en finale. Et en fait, ça fonctionne comme ça. Après, je pense qu'on n'est toujours pas un pays de sport. On a un pays où on a des très bons sportifs. On a le French Flair, on a des choses comme ça. On est un petit peu fou, mais dans notre histoire, je pense pas qu'on soit un pays de sport, et c'est pas grave d'ailleurs, mais ça nous empêche pas de faire des jeux extraordinaires et que les Français nous soutiennent. Sébastien Schneegans, comment vous réagissez par rapport à ce que nous dit Florent Manodou? Je suis absolument d'accord, et d'ailleurs il l'avait déjà dit sur le plateau de Léa Salamé sur France 2. Sur France 2 avant les JO, il y a quelques mois. Je pense qu'il faudra pas oublier, là on est dans l'euphorie, on est très content qu'on soit dans le top 3 et c'est presque un miracle au vu des financements qu'on donne aux athlètes et des infrastructures qu'on a en France. Mais je pense que ça doit être une des priorités du gouvernement. Après, on sait que l'agenda sera très très chargé à la rentrée. Ça figurera sans doute pas dans les priorités, mais dans les prochaines années, il faut l'avoir en tête. Non, mais on a un vrai sujet. C'est que un profil comme Léon Marchand est parti s'entraîner aux États-Unis. Le sport de haut niveau, je le disais tout à l'heure, repose sur le monde associatif à la base, qui embrigade nos jeunes et qui les forme et qui leur font faire du foot, qui du rugby, qui de l'athlétisme. Le problème, c'est que ça repose sur le bénévolat. Et aujourd'hui, depuis le Covid, on a un souci dans les associations du nombre de bénévoles qui a considérablement décru. Et on a un certain nombre d'associations aujourd'hui qui ont toutes les peines du monde à fonctionner parce qu'il n'y a plus assez de bénévoles, plus assez de profs bénévoles pour encadrer les gamins, et du coup certaines associations ne fonctionnent plus sur les territoires, et ça par contre, c'est lié directement au Covid. Le tissu associatif a considérablement été atteint, et ça on n'en parle jamais par le Covid, parce qu'en post-Covid on a vu un nombre de bénévoles vraiment décroître de façon impressionnante, et tout le sport de haut niveau repose sur cette base de sport de masse régie par des associations et des bénévoles. S'il n'y a plus ces bénévoles demain, il y aura encore moins de sportifs de haut niveau. Ça c'est clair et net. Bon, quelqu'un qui ne voit pas du tout le problème durant ces JO, qui ne voit pas du tout quels sont éventuellement les petits éléments qu'on pourrait lui reprocher, mais qui alors est contente, elle est heureuse, Paris est formidable, les JO c'est formidable, enfin bref, la France est formidable, vous l'avez compris, c'est Anne Hidalgo. Pourquoi on lui a pas dit merci plus tôt à Anne Hidalgo, enfin, et même à la gauche en général, parce que je vous rappelle que c'est grâce on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble pour encore un gros quart d'heure, et ce dernier débat qui n'est pas des moindres, et vous pouvez toujours nous joindre au 0826 300 300, nous contacter évidemment via les réseaux sociaux de Sud Radio, sur Twitter et via son application. En fait, tous autour de la table, peut-être qu'on n'avait pas compris ce qui était en train de se passer. Il y a quelqu'un qui ne voit pas les problèmes, les plaintes de taxis ou les retombées économiques ne sont pas celles attendues. Ce n'est pas grave, parce que la ville est belle, les Parisiens sont contents, les Français sont enchantés. Je parle d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'on n'a rien compris en réalité, Anne Hidalgo? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu la remercier il y a déjà des années? Non, mais oui, c'est sûr qu'il aurait fallu la remercier, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire la dégager de la mairie de Paris, ça c'est une certitude. Oui, ça il aurait fallu la remercier bien avant. On est bien d'accord, parce que le lendemain des Jeux Olympiques, il y aura toujours des trous d'obus dans les trottoirs, il y aura toujours des chaussées totalement dégradées, et effectivement il y aura toujours une circulation qui sera totalement impossible, avec des travaux partout, avec la possibilité en plus, enfin j'attends de voir qu'il n'y ait pas un certain nombre de sites comme la Concorde qui redeviennent interdites aux bagnoles encore plus largement qu'elles l'étaient depuis quelque temps, et qui va créer encore plus d'embouteillages dans d'autres endroits. Donc j'attends de voir le post-olympique, voir ce que ça donne, et la gestion de la mairie de Paris m'inspire pas une grande confiance quant à l'avenir et à la vivabilité de Paris, et c'est un provincial qui vous en parle, dans les mois et les années qui viennent. Quentin Hausler, à l'heure actuelle. Non, si les Jeux sont une réussite, c'est pas grâce à Anne Hidalgo, c'est d'abord grâce aux sportifs. Et la récupération politique n'est pas encore une discipline olympique que je sache.
Donc, bientôt peut-être, visiblement. Certains s'entraînent en tout cas très très bien. Il y en a tellement qui s'y adonnent qu'on peut se poser la question, effectivement. Mais la moindre des choses qu'on pouvait attendre de la mairie de Paris, comme de la préfecture de police, comme du ministère de l'Intérieur, comme du comité d'organisation, c'était de bien organiser cet événement qui est quand même en cours de préparation depuis 7 ans. Donc si ça se passe bien, c'est parce qu'ils ont fait leur job, tout simplement. Les organisateurs ont fait leur job. Et s'il y a tout cet enthousiasme, c'est grâce aux sportifs. Ensuite, je voudrais rajouter que la réussite des Jeux ne dévalue pas de manière rétroactive les critiques qui ont été formulées avant le début des Jeux, qui étaient quand même pertinentes sur ne serait-ce que sur la cérémonie d'ouverture que beaucoup avaient qualifié, je pense à Alain Bauer notamment, de folie criminelle. Alors c'est pas parce que ça s'est bien passé sur le plan de la logistique et de la sécurité que la critique en amont n'était pas pertinente, parce qu'il a fallu déshabiller la France et la province pour habiller Paris avec des forces de sécurité. Et si ça s'est bien passé, c'est parce que là aussi les forces de sécurité ont fait leur job et parce que on a mis tous les moyens avec une volonté politique à un moment à un moment donné. Donc cette espèce d'enthousiasme de la gauche ces derniers jours, quand on les accuse de ne pas se réjouir suffisamment, de dire mais c'est grâce à nous, c'est grâce à François Hollande, c'est grâce à Hidalgo, elle est peut-être un tout petit peu à mettre en guillemets, Sébastien. L'enthousiasme va jusqu'à... J'ai lu dans la presse que ça l'a poussé à se présenter en 2026, en tout cas qu'elle y pensait, alors qu'elle songeait à y renoncer. Visiblement, ça lui redonne des ailes et elle a envie d'y retourner. Donc, donc l'enthousiasme dépasse l'entendement. Oui. Voilà, vous avez bien rappelé les problèmes qu'il y a à Paris, il y en a beaucoup. Le déficit structurel, les finances publiques, enfin les finances de la ville qui n'ont rien à voir avec les JO, parce que le financement de la mairie de Paris aux JO est très modique par rapport au financement de l'État et de la région Île-de-France, globalement. Et puis on ne parle pas du dynamisme économique de la capitale, parce qu'on parle du rayonnement à l'international, les touristes, les spectateurs des Jeux, mais il y a énormément de commerçants, de restaurateurs qui font un peu grise mine depuis J'étais sur Bastille hier, je peux vous dire que Bastille, au mois d'août, j'ai jamais vu aussi vide. Enfin, franchement, moi je suis pas parisien non plus, je suis bordelais, mais les rares fois où je suis venu à Paris pendant les Jeux, j'ai trouvé que c'était une ville assez morte, assez déserte, en dehors des sites olympiques. Oui, et puis regardez, on en est même à évoquer certaines cagnottes déjà pour les taxis, pour les restaurateurs. Les taxis, c'est un vrai problème. Je rappelle une anecdote qui nous a été fournie ici à Sud Radio, un restaurateur qui nous expliquait non mais attendez les copains, nous on peut commencer à nous indemniser, à nous promettre des sommes extraordinaires pour octobre, novembre, mais moi je dois sortir du pognon, je dois payer mes salariés à la fin du mois. Donc en fait c'est la différence entre être chef d'entreprise et la différence entre les politiques qui ne sont pas confrontés au concret. C'est comme les taxis. Il y a beaucoup de restaurants fermés d'ailleurs. Oui, c'est le même cercle vicieux qu'on évoquait tout à l'heure avec les primes et la taxe sur les primes des sportifs. C'est que c'est l'État qui pénalise les commerçants, les citoyens, par les restrictions de mouvement, de sécurité, qui là peuvent se justifier en partie. Et c'est l'État ensuite qui va réparer le problème qu'il a lui-même causé en versant des primes pour rattraper le chiffre d'affaires, boucler les budgets, etc. Donc c'est quand même assez comique. On va partir au standard au 0826 300 300. On a un coup de fil de Ludovic de Montpellier. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu à Paris quelques jours avec les JO et je crois que vous avez encore des étoiles dans les yeux. Donc le débat, vous n'allez pas aller dans le sens de ce qu'on a pu entendre autour de la table. Pour vous, ça a été 10 jours extraordinaires, c'est ça ? Oui, en tant que touriste, après, j'imagine que, en tout cas, vous allez avoir du mal à trouver une personne qui est venue sur Paris pour les Jeux qui aura un son de cloche différent. Parce que la réussite a été incroyable. Ça m'a beaucoup fait marrer, excusez-moi, je sais plus qui a dit récupération politique, discipline olympique. Parce que clairement, maintenant... C'est le camarade Quentin Anzer qui est aussi sur la scène du point virgule de temps en temps. Non, allez-y Ludovic, allez-y. Prochaine à Paris, franchement j'irai avec plaisir parce que si c'est des punchlines comme ça, on adore. Non, allez-y, vous êtes venu à Paris et vraiment vous avez été émerveillé. Oui, mais pour les politiques, après, franchement, c'est pas à la hauteur. Et là, on vit des choses extraordinaires depuis 15 jours. La cérémonie d'ouverture, j'ai eu la chance d'y aller car invité justement un copain par la mairie de Paris. Comme je vous l'avais dit... Il y avait de bons contacts, Ludovic. Ouais, il y a quelques jours, mais bon, on faisait partie du décor, c'était surtout un spectacle télévisuel. On s'est mouillé, mais c'est pas grave, et même si on n'a rien vu, l'important c'était d'être là. Et puis ensuite, après, au niveau des épreuves, le Club France aussi, il y a eu un engouement, mais incroyable. On était même à Roland-Garros et sur les cours annexes où tu vois des hollas sur l'ensemble de la porte d'Auteuil qui se lève, les Marseillaises, dès qu'il y a des athlètes bleus qui apparaissent, c'est vraiment une
une dinguerie, et peu importe où tu es dans les stades à Versailles ou jusqu'à Vers-sur-Marne. Et puis ensuite, en termes d'organisation, moi j'ai jamais vu Paris comme ça. J'y vais régulièrement, et là on a pu se garer au pied du Champ de Mars. Il y avait jamais aucun bouchon sur le périph', etc. Alors ça, je vous confirme, c'est exceptionnel. Une 2 semaines où il fallait être à Paris. C'est vrai que c'est bien Paris, il n'y a plus de Parisiens, donc c'est pas mal Paris. Il y a plus de SDF aussi, on les a tous déménagés en province pour pas envoyer la carte postale. Aussi. Et toute la France qui a rayonné, c'était parfait, quoi. Et vous êtes venu en famille, Ludovic ? Alors, encore une fois, j'ai mon frère qui habite sur Chatou, donc voilà, sans ça, c'était véritablement impossible quand on voit le budget pour les places, etc. Mais il y avait toujours moyen de se débrouiller sur la revente, même en dernière minute. Donc ça a été vraiment... Et puis là, même, si vous avez vu, on commence à voir fleurir les articles en disant que c'est aussi sympa, parce que les Parisiens sont partis. Oui. Mais, depuis le début, les Parisiens sont assez contents que les autres Parisiens se soient en allés. Ça, depuis le début, je peux vous assurer qu'on est assez d'accord. Mais vous, est-ce que vous trouvez, poursuivons le débat ensemble, camarades, c'est-à-dire que est-ce que vous trouvez que les différentes réflexions, les différents commentaires d'Anne Hidalgo sur finalement cette réussite qui lui appartient, cette idée qu'elle peut commencer à emmerder les réacs, les fascistes, comme elle a laissé entendre dans différents articles de presse, notamment dans Le Monde, est-ce que c'est vraiment à la hauteur ? Non, c'est pas du tout à la hauteur, mais c'est à la hauteur du personnel politique et politicien actuel qui effectivement essaye de récupérer tout ce qu'il peut récupérer à chaque fois qu'il le peut, et surfer sur les modes du moment ou le buzz médiatique du moment. Donc voilà, mais elle est pas pour grand chose dans la réussite de ces Jeux Olympiques. Elle a sa part, mais au même titre que Valérie Pécresse et que pour le gouvernement, le président de la oui. République, voilà, et pas que les transports. La région Île-de-France a aussi financé une partie des Jeux. Et Darmanin. Voilà, et Darmanin, bien sûr, et le CIO, et voilà, donc c'est une réussite collective, tant mieux. Les récupérations politiciennes, c'est vraiment ridicule, et je suis pas sûr que ça lui porte extrêmement bonheur dans les années qui viennent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic ? On aura aussi M. Darmanin qui se félicitera après la cérémonie de clôture que toute la sécurité a été excellente. Oui, on attend en effet de voir la cérémonie clôture. Écoutez, moi je croise des gendarmes creusois à tous les coins de rue de Paris, ça me fait marrer, c'est rigolo. Ils me saluent, ils me disent bonjour, c'est ailleurs rigolo. qu'on n'en croise plus et que ça surprend. En Creuse, il n'y en a plus par contre. Nous, c'était les Bretons côté. Il faut peut-être rappeler quand même la phrase qu'Anne Hidalgo a prononcée dans Le Monde, je crois. Totalement. Où elle a dit fuck les réacs, fuck les fachos, l'extrême droite. Alors, c'est sûr que quand on est situé à l'extrême gauche comme Anne Hidalgo, beaucoup de monde est situé à l'extrême droite. Quand on est dès lors qu'on est dans l'opposition. C'est un argument assez commode de condamnation morale. C'est surtout pas comme ça qu'on dès que quelqu'un c'est surtout que c'est déplacé sur un sujet comme celui-ci. Dès que quelqu'un va à l'encontre de la parole d'Anne Hidalgo, on est d'extrême droite. Le niveau du langage aussi est aberrant. Voilà. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, comme on dit. Donc elle n'est pas capable de construire une phrase en français pour exprimer sa désapprobation des oppositions. Il n'y a pas de fond, et de toute façon, on ne combat pas les extrêmes par de la stigmatisation, et comme ça, on ne combat pas un électeur de voter pour Anne Hidalgo en disant fuck l'extrême droite. C'est ridicule, c'est infantilisant. Je vis à Bordeaux, il y a quelques années, vous avez peut-être entendu la polémique sur le sapin de Noël, le fameux arbre mort. Oui. Qui a été remplacé par un arbre au bilan carbone désastreux, puisqu'il est en verre et en acier, qui pèse 7 tonnes devant la mairie tous les ans. Et le maire, Pierre Mick, disait là aussi, l'extrême droite, les fachos sont contre l'arbre design de Noël. C'est quand même très commode comme argument, et je pense que de plus en plus de gens sont pas dupes. Oui, et puis on a aussi, mine de rien, cette fascination, comme vous le disiez, de plus en plus, surtout pendant cette période des JO, dès qu'on exprime, on va dire, un désaccord avec ce que les gens trouvent exceptionnel, formidable, prodigieux, à être catégorisé, alors ou dans les racistes, ou dans les réacs, ou dans les fachos. Et ça, c'est quand même toujours. Et dès lors qu'on va à l'encontre de cette espèce d'enthousiasme d'État obligatoire, avec une espèce de mièvrerie dégoulinante, où on voit Amélie Oudéa-Castéra, Gabriel Attal applaudir à tout rompre avec des grands sourires factices devant les sportifs. Dès qu'on va à l'encontre de ça, on est tout de suite catalogué dans l'autre opposé, c'est-à-dire on est les espèces de pisse-froid, pisse-vinaigre, rabat-joie, etc. Donc c'est quand même assez insupportable. Il faudrait qu'on trouve comme si on n'avait pas le droit d'être râleur dans ce beau pays qu'est la France. Je vous remercie tous les trois. Jean-Baptiste Bourreau, ancien député, ancien agriculteur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quentin Osler, journaliste à Valeurs Actuelles. On retrouve Valeurs Actuelles, j'imagine, demain en kiosque comme tous les jeudis. Demain jeudi, absolument. Et pareil pour Le Point dans lequel vous écrivez, Sébastien Schneegans. Merci
Merci beaucoup avec votre article passionnant. Président cherche Premier ministre. C'est sur 4 pages, évidemment. Je vous le conseille. Dans quelques instants, nous sommes midi. Vous êtes sur Sud Radio et on est rejoint par le camarade Joseph Ruiz. C'est l'heure des JO dans tous leurs états.